Hmm. Coucou les amis, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien les amis? Alors j'essaie de me connecter. Bonsoir les amis, est-ce que tout va bien? On essaie, faites-moi signe, donnez un certain nombre pour que nous puissions lancer notre direct. J'espère que vous êtes en très grande forme aujourd'hui. Hein? On a l'obligation d'être en forme quand on est engagé dans des combats comme ceux qui nous préoccupent depuis un certain temps. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vois Philippe qui nous retrouve là, Bichobi Bitan. Bonsoir Philippe. Vous nous connectez souvent depuis le Cameroun. J'espère que tout va bien dans le pays, qu'il n'y a pas une dernière actualité de dernière minute. C'est vrai que dans notre pays, il y a toujours quelque chose qui se produit et à tout moment, il y a toujours une actualité qui se crée. Bon, mon souhait serait que ce soit des actualités heureuses, qui soient porteuses de plus-value pour notre pays et même pour les populations de notre pays. Malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas ça. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu de bonnes nouvelles? Hein, c'est des choses simples auxquelles on ne pense pas souvent. Ça fait combien de temps que les Camerounais ne sont pas restés comme ça et puis ils se sont réveillés et ils se sont dit, ah ben tiens, il y a des bonnes nouvelles. Il n'y a, a pas de bonnes nouvelles. C'est soit rupture d'énergie électrique, rupture d'eau, un pont qui se casse quelque part et donc du coup un axe routier bloqué, des gens dormant dans des voitures. Bref, le quotidien des Camerounais depuis ces 40 dernières années est rythmé par de la catastrophe en permanence. Donc du coup les gens ne savent même plus ce que c'est que recevoir des bonnes nouvelles. Alors, il y a qui est avec nous? Faites signe. Oh, Philippe, content de vous savoir là. Oui, je vais très bien, Philippe. Je vais bien. Je suis en bonne forme. Bonjour Jean-Marie Melmer, Jean-Marie qui est un de nos fidèles aussi désormais. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Jean-Marie, de pousser la réflexion avec vous, hein, parce que du coup, ça donne quoi? Ça donne un espoir, celui dont je parle tout le temps, celui qu'on a des Camerounais qui sont férus de réflexion et qui peuvent apporter, qui apporteront le moment venu, quand les choses vont changer là, bientôt, qui apporteront du leur pour qu'on bâtisse quelque chose de nouveau, tous ensemble. Donc, il y a le grand Angelo qui nous rejoint depuis Reims, la région Champagne, de Champagne. Voilà. Reims, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas, c'est la région en France. On produit des champagnes, bon, on produit dans d'autres régions, mais la seule région qui a le droit de fabriquer des champagnes qui s'appelle Champagne, parce que Champagne, c'est une appellation contrôlée, d'origine contrôlée, c'est la région où vit Angelo, notre ami le grand Angelo. Donc voilà, vous devez vous faire plaisir avec les producteurs, aller acheter directement le champagne chez les producteurs. C'est pas sans intérêt. Déjà, on les a à des prix très intéressants, mais en plus de les avoir à des prix très intéressants, aussi on peut les déguster à l'envie, auprès des caves. Bonsoir, chère Evelyne Chomchua. Comment allez-vous, ma sœur Evelyne?
J'ai jamais su de quel endroit vous vous connectez, Evelyne. Vous vous connectez d'où, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire, juste par curiosité. Bonsoir, mon cher Narcisse Dipita. Euh, vous, nous, vous vous connectez d'où, s'il vous plaît, pour qu'on sache, hein. C'est juste par simple curiosité. Et puis, on va y aller sans perdre de temps. C'est important quand chaque minute soit précieuse. Sinon, après, c'est n'importe quoi. Alors, vous nous dites, Odette aussi est là. Odette, bonsoir à vous. Content de vous retrouver, Odette. Je ne me rappelle plus d'où vous vous connectez souvent. Il y a Luna qui se connecte depuis Moscou. Ah, on a une belle brochette, un très beau maillage dans nos communications. Vous voyez, on n'est pas des centaines de milliers. Bon, mais je crois qu'on a l'essentiel. Après, les autres se font le chantre de toutes les thématiques qui sont évoquées. Et de toutes les façons, moi, mon métier, c'est consultant. C'est-à-dire que je suis payé pour donner des idées. Et donc, un consultant ne va pas dire aux gens, non, venez nombreux prendre mes idées gratuitement. Non, 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 un consultant. Donc, vraiment, le nombre que vous êtes là, c'est bon pour moi, quoi. Voilà, d'accord. euh, Evelyne, Chomchua, vous êtes d'où? Vous êtes connecté depuis où, s'il vous plaît? Je voudrais savoir si ça ne vous pose pas de problème. Si vous n'avez pas un problème d'anonymat, ce serait bien qu'on le sache, s'il vous plaît. Et puis, on va devoir y aller au calme, hein. Merci d'être là. J'ai appris il faut appuyer sur j'aime. Voilà, appuyer sur j'aime et sur le partage pour que bon, qu'on puisse opérer de manière sereine sans qu'il y ait de problème technique. Alors, Philippe, d'entrée de jeudi, ce n'est plus cette république qui donnera de bonnes nouvelles au Cameroun. Il faut oublier ça et passer à autre chose. Mais bien sûr que vous avez raison, mon cher Philippe Bichobi, c'est pas avec ces gens-là. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, hein. Moi, je pense qu'il ne faut même pas mettre les organes en ce qui les concerne. Il faut juste considérer que une femme qui ne fait pas d'enfants, il ne faut pas attendre d'elle qu'elle vous donne des enfants. Donc c'est un pouvoir qui est stérile. Euh, c'est peut-être pas de leur faute, peut-être c'est pas des gens qui ont été programmés pour pouvoir apporter des solutions au Cameroun. C'est pas des gens qui ont été programmés pour rendre les Camerounais heureux. Donc leur demander d'apporter du bonheur aux Camerounais, c'est leur demander d'être à contre-emploi. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mon cher Philippe, que de toutes les façons, les bonnes nouvelles, nous devons travailler aujourd'hui pour que dans très bientôt, là, qu'on commence aussi à être un pays où il y a des bonnes nouvelles qui tombent, où les jeunes apprennent qu'ils vont avoir des vraies bourses, hein, où on va les former des milliers de jeunes chaque année au codage, à tous les métiers d'avenir, à leur permettre d'avoir l'accès aux métiers pointus, aux savoirs pointus, et pour venir développer un pays où il fait bon vivre, où il y aura du miel qui coule pour tout le monde. Vous savez, le Cameroun, c'est un immense gisement de joyeuseté, de bonté et d'opportunité. Sauf que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but de ces gens qui sont là, c'est pas de faire profiter ça à tous les Camerounais. Donc voilà, on va travailler pour y arriver et rassurez-vous, ça va aller, hein. Je vous ai dit, il fera beau au Cameroun bientôt. Et ce ne sont pas de simples paroles simplistes, c'est des paroles qui ont un fondement profond. On ira sur des révélations avec le temps qui vient. Pour l'instant, prenons le temps de nous connaître et d'être de très bons amis. Alors Jean-Marie Melmer dit l'absence de bonnes nouvelles dans un système nerveux codifié codifié modifie l'ADN humain. Oui, effectivement. Vous comprenez un mec au Cameroun, vous lui dites, allez, je t'invite, viens, on va passer quelques jours ensemble, je sais pas, en Allemagne ou au Canada. Les gens sont tellement conditionnés à ne pas voir des trucs aussi basiques que le courant, se couper, que quand ils restent là, parfois ils ont des mauvais réflexes. Le bonhomme, il se lève à 5 heures du matin et commence à repasser. Pourquoi? Parce qu'il est habité par l'idée qu'on ne sait jamais, on peut couper le courant à tout moment. Donc c'est mieux que ma tenue, je profite, ou alors que je branche mon téléphone à la charge pour profiter, parce qu'on ne sait jamais, le courant peut se couper. Tu dis, mais non, frangin, ici on est en Allemagne, euh, on ne coupe pas le courant. Et il s'étonne. Donc je suis d'accord avec vous que ça modifie l'ADN. Les gens se retrouvent à penser autrement. Merci Jean-Marie. Alors, Oumarou Dalil, notre frère de Marois. Ouais, salam, salam, mon frère
Omaro Dalim, c'est la région du Septentrion au Cameroun, Maroua, c'est très très beau, un très bel endroit. Euh, vous savez, toutes les fois que je vais à Dakar au Sénégal, la première chose quand j'arrive, quand j'atterris, c'est que je vais toujours au cimetière de Yoff, aller me prosterner devant la tombe d'Amadou Ahidjo, le premier président de ce pays-là, qui, je vous l'avais dit, en parlant du plan la semaine dernière, faisait partie du plan, mais qui à un moment donné a eu ce qu'on appelle un sursaut patriotique. Il s'est dit, ben non, on peut pas. Moi, je suis un musulman, je ne vais pas me contenter d'avoir l'argent pour moi et ma famille et le pays dont j'ai la responsabilité qui n'avance pas. Donc, il a essayé de bosser à l'époque, hein. Il a fait des choses. Quand je vais dans ces zones-là, parce que moi, je connais parfaitement le Cameroun, hein, personne ne me prendra ici à défaut d'une méconnaissance de notre pays, hein. Je le connais mieux que ceux qui nous gouvernent. Parce que quand je vais dans ces régions, je ne me contente pas de rester dans des beaux hôtels. Non, je vais dans les coins reculés, je discute avec les anciens, je parle avec les simples gens et j'en apprends beaucoup comme ça aujourd'hui. J'ai la capacité aujourd'hui de pouvoir donner des solutions concrètes parce que je connais concrètement les gens. J'ai parlé avec les gens dans tout le triangle national du Cameroun et je sais ce qui se passe. Vraiment. Donc celui parmi nous qui va être choisi pour porter notre aspiration collective qui est de voir un Cameroun qui change les prochains mois, les prochaines années, ce type-là, il va avoir, à travers nous qui allons animer cette dynamique, il va avoir un formidable viatique en termes d'idées nouvelles, en termes de compréhension des enjeux, parce que c'est important de savoir, en fait, la politique, à qui on s'adresse, quels sont les problèmes réels des gens, et on ne peut pas faire la politique si on n'aime pas les gens. C'est le problème de notre majorité actuelle, c'est des gens qui n'aiment pas les Camerounais, ils n'aiment même pas leur propre famille. Vous voyez, parce que quand on aime sa propre famille, on se dit, bon, allez, on est en train de faire souffrir les gens aujourd'hui, qu'adviendra-t-il de nos enfants? Mais ils ne pensent même pas à leurs enfants. Vous voyez, la preuve, euh, ils posent tous ces actes en se disant, bon, voilà, on va être éternel aux affaires, ou alors, de toute façon, on vit notre part. Après nous, on s'en fout de ce qui va se produire. Voilà. Bon, par contre, ces enfants, c'est qui? C'est les Camerounais comme nous. On ne va pas les jeter aux orties parce que les parents ont été nuls. Non. C'est à ce niveau que je ne suis pas du tout pour un discours porté sur la haine, la revanche, la vengeance et tout. Non, ça ne nous apportera rien collectivement. Il faudra juste remettre les compteurs à zéro, se dire que bon, tout ce qu'on a fait jusque-là était nul. On a grossi notre facture karmique, on a emprisonné des gens injustement, on en a tué d'autres, donc leur sang demande réparation. On a commis de nombreuses injustices, l'arbitraire dans les fonctions qu'on occupait. Ça, c'était le Cameroun d'avant. Maintenant, pour le nouveau Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Ça doit être un Cameroun d'égalité des chances, où on va appeler tous les talents à être autour de la table pour que chacun apporte son idée, indépendamment de sa confession religieuse. Vous ne serez pas obligé d'appartenir à un secte pour être dans le gouvernement. Vous ne serez pas obligé de vous laisser sodomiser pour avoir droit au chapitre. Non, ce ne sera plus ça, ce Cameroun-là. Ce sera un Cameroun où ceux qui ont des choses à apporter, on les laissera apporter ces choses. Vous voyez, on est sur une grosse régression, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est parti des années 60 avec nos ancêtres, hein, les bâtisseurs de notre pays, ceux qui ont fait le combat pour les indépendances, qui étaient au niveau de qui ne savaient pas que tel Camerounais de tel endroit ou de tel endroit. On est passé de ça dans les années 50 en 2024 dans un Cameroun où on regarde des gens en mode tel c'est un boulot, tel c'est un Douala. Il y a une vraie régression. Je veux qu'on soit d'accord quand même sur cette question. Donc, mon cher Oumarou, bienvenue. Merci. On a depuis l'Égypte quelqu'un qui nous fait un coucou. Hello depuis l'Afrique. Allez, le message il est parti. Hello depuis l'Afrique de l'Est, valeureux Morgan Palmer, résistant panafricain et grand frère du continent. Hello, ma chère sœur Rim. J'espère que vous allez très bien. Albanais de Sarajevo. C'est en Croatie, hein, Sarajevo. Ouais, je crois. La Croatie, c'est l'un des États de l'ex-Yougoslavie, hein. Je crois qu'il y avait 6 États à l'époque, la Croatie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, je ne sais pas les autres. Bref, il y avait 6 républiques, 6 États qui ont éclaté et qui aujourd'hui sont des États. Voilà, donc on a l'Albanais de Sarajevo. Donc vous êtes où,
Exactement, vous êtes en Croatie, pour vous appeler, l'Albanais de Sarajevo. Salut mon grand, je suis connecté. Ah non, il est connecté depuis les États-Unis, dans l'État du Texas, la ville de San Antonio. Ouais, San Antonio. Je connais San Antonio. C'est d'ailleurs le titre d'une collection de romans policiers. Donc c'est une ville bien connue. Diane Gonor du Cameroun, bonjour Monsieur Palmer, c'est un plaisir d'écouter vos analyses. Merci Diane, merci de nous faire l'honneur d'être là. Il y a Armel Prospérité qui nous rejoint aussi depuis Lyon. On a Odette depuis Toulouse, merci Odette. Evelyne de Créteil. Et voilà, donc pour l'essentiel, voilà ce que nous avons. Donc, on va devoir commencer. Bonjour encore. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour vous dire vrai, j'avais pas prévu de faire des directs tout le temps. C'est-à-dire que n'eût été ce qui s'est passé, et même quand ça s'est passé, bon, il était de mon devoir de le faire savoir pour les pauvres Camerounais qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de relation et qui peuvent être victimes de ça, faire un retour d'expérience pour que cela n'arrive pas à d'autres et que même si ça arrive à d'autres, qu'ils aient les bons gestes et les bons réflexes pour se défendre. Mais j'ai pas prévu à aucun moment que je maintiendrai une communication régulière et je me prends de passion à le faire. Pourquoi? Parce que je pense que aujourd'hui, l'enjeu primordial pour notre pays, c'est de partager la connaissance. Notre pays périt, notre peuple périt faute de connaissance. Si les gens sont manipulés, comme vous le voyez, c'est parce qu'il y a une ignorance globale. Et vous savez, il y a pire que l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Donc, pendant qu'on est dans cette ignorance globale, on a fait cette erreur magistrale, à mon avis, c'était de dire on va, au nom de la démocratie, libéraliser l'accès à la parole. Vous savez, pour parler, il faut avoir des choses à dire. Et dans les sociétés secrètes, il y a quelque chose que, en tout cas dans certaines sociétés secrètes, il y a un rituel qui s'appelle l'épreuve du silence. Ça veut dire que quand vous entrez nouvellement, ça se voit chez les francs-maçons, ils le font, cette épreuve du silence, on considère que vous n'avez pas le droit à la parole. Donc, il faut passer une longue période, même d'un an, sans jamais prendre la parole. C'est-à-dire vous assistez à des réunions, vous entendez tout le monde parler, mais vous n'avez pas le droit de parler. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils considèrent que pour régurgiter, il faut ingurgiter. C'est-à-dire que pour arriver au niveau où vous devez discourir devant des agoras, on doit considérer que vous avez pris le temps de vous muscler, vous avez pris le temps d'emmagasiner, d'engranger les savoirs, et ce n'est que parce que vous avez pris le temps d'engranger les savoirs que vous avez le droit de pouvoir discourir devant les agoras. Et donc nous, on a été perdus au niveau, vous comprendrez pourquoi je viens de dire qu'il y a pire que l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. C'est que quand on nous a ramené ces histoires de démocratie dans le pays, le corollaire, c'est la liberté d'expression, on a permis à tout le monde de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit aux gens, bon oui, liberté d'expression, mais il y a une notice qui doit parler parce que on ne peut pas se permettre d'abrutir des gens dans un pays où il y a déjà beaucoup d'ignorants. Si on abrutit les gens, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne collectivement ce que nous avons. Ça veut dire qu'on a un pouvoir qui peut être là les 100 prochaines années encore. Pourquoi? Parce qu'on a un peuple qui n'est pas prêt. On a un peuple qui n'a pas un niveau de conscience collective lui permettant de réaliser c'est quoi ses droits. C'est-à-dire qu'il voit ces gens. Moi, j'ai des gens qui sont étonnés, me disent, mais oui, mais tu as parlé d'un tel. Je dis, mais ces gens, ce sont nos employés. Ce sont nos employés. Paul Biya, Ferdinand Gongo, tous ces gens, ils travaillent pour nous. Donc, on ne doit pas avoir un rapport d'assujettissement, c'est-à-dire c'est l'inverse qui se produit. Mais tout ça est dû à quoi? Tout ça est dû à ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que les gens ne savent pas c'est quoi leur droit. Il n'y a pas un niveau de conscience collective qui est élevé. Donc aujourd'hui, l'enjeu sur lequel tous les Camerounais doivent travailler, en tout cas ceux qui sont à un niveau d'acquisition de savoir, ils doivent travailler à démocratiser l'accès à la connaissance. C'est très important. Parce que tant qu'on a des gens qui sont ignorants, on continuera à aller leur donner du pain, de la sardine, ils vont donner leur suffrage, sans se rendre compte que tout acte est responsabilisant. Vous faites ça, et bien vous compromettez non seulement vos vies, mais la vie des générations suivantes
pendant des décennies et des décennies encore. Comprenez? Donc moi, je me suis pris de passion pour ces échanges parce que je sais que les nôtres, parfois, ils ne sont pas de mauvaise foi. Moi, il y a des gens, quand ils viennent m'insulter, ils me disent oui, ferme-la, Morgan Palmer, PD ou machin et tout. J'ai plutôt de la peine pour eux. Je les regarde avec un regard plein de tendresse. Je me dis, bon, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je me dis, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Parce que ces gens qui viennent le faire, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont adossés à tel ou tel petit réseau qui leur donne des petits dépannages de temps en temps et ils ont la vision obstruée par l'absence de connaissances. Et donc, ils vont venir insulter. Ce n'est pas de leur faute. Il faut les former, il faut de la pédagogie, il faut de la bienveillance. La bienveillance, ça manque beaucoup. Ah, ceux qui ont eu la chance de mettre un pas en avant, la plupart du temps chez nous en Afrique, ils ne tendent pas la main. Moi, j'ai construit toute ma carrière, même quand j'ai eu au Cameroun à l'époque, à faire quoi? À traquer les talents, à tendre la main pour élever de nouvelles personnes. Parce que l'enjeu, c'est pas d'être là éternellement, non. Moi, par exemple, j'ai fait de l'antenne pendant des années, mais à un moment donné, je n'ai plus ressenti le besoin de me faire voir. J'ai ressenti le besoin de faire émerger de nouvelles personnes et puis d'occuper d'autres rôles. Des rôles, par exemple, de superviser, de penser intelligemment les programmes, les concepts, et de me projeter, être dans la prospective. Qu'est-ce qu'on sera dans 50 ans, dans 100 ans? Poser déjà des jalons que peut-être nous, on ne verra pas de notre vivant, mais que les générations d'après viendront voir. C'est pour ça que vous voyez que chez moi, il y a une absence totale de peur. La peur, ça ne veut rien dire. Hein, vous savez que le cancer de l'Afrique, c'est la peur. Il y a une absence totale de peur parce que je ne me définis pas à travers la pauvre vie que nous menons. Non, moi, je me définis par rapport à la postérité. Qu'est-ce qu'on laisse aux générations d'après? C'est ça qui m'intéresse. Donc, s'il faut pour ça que je sois le premier exemple d'un homme public au Cameroun qui s'est immolé, bon, c'est peut-être un peu violent, s'immoler, mais qui a bu la ciguë, hein, donc qui va un poison qui va me tuer. S'il faut ça, passer par ce sacrifice, pour que derrière ça, le Cameroun devienne autre chose, quelque chose de positif, rassurez-vous, vous pouvez compter sur moi, je vais le faire. Donc moi, je ne connais pas les histoires comme la peur de mourir, on va tuer, on va tuer. Non, ça, c'est absent complètement de mon mindset. Comprenez, les amis? C'est important qu'on puisse se mettre d'accord. Alors, j'ai évoqué dans le titre, et vous avez vu le beau photomontage qui a été fait par mes équipes, avec Madame Billard, à côté trois de ses affidés, ou trois de ses sympathisants, ou trois de ses produits. Bon, je ne sais pas pour qu'on soit sur le débat de personne, parce que ça, c'est pas intéressant. Vous savez, la vie des nations est plus longue que la vie des hommes. Donc moi, j'aime focaliser énormément sur les idées et pas sur les hommes. Les hommes, c'est volatile, ça passe très rapidement. Mais en réalité, c'est juste un symbole que je veux manier. Pourquoi gouverner par la diversion? Parce que vous allez voir, on a eu droit à l'homme-lion. Donc on est toujours dans l'hyper-personnification du pouvoir, hein, le, le messianisme, le candidat, c'est le messie, hein, c'est la personne que tout le monde attend. Après, on a eu les grandes ambitions, je ne sais plus, les grandes réalisations. Après, on a eu la force de l'expérience. Bon, allez, on a eu tout ça. À la base, c'était censé être des programmes, censés améliorer la vie des Camerounais. Mais ce que j'ai observé dans d'autres pays, c'est qu'une fois les campagnes politiques passées, vous n'avez aucun Camerounais qui revendique, qui dit: ah, mais vous avez promis telle chose, où est-ce qu'on en est? Mais pourquoi? Ben parce que ces derniers sont victimes de ce qu'on appelle la gouvernance par la diversion. La diversion, on a des exemples. Et c'est l'image qui a été postée est une image qui est très très parlante. Vous voyez, tous ces temps-ci, on évoque, oh, le football, oh, les fédérations, oh, un tel, un tout. Les gens pensent que c'est du hasard, mais ce n'est pas le hasard. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont compris qu'ils ne pourront rien apporter comme bonne nouvelle aux Camerounais. Mais pour qu'ils puissent tenir sur les 7 ans qu'on leur accorde, eh bien, il faut bien qu'ils donnent de la viande, hein, qu'ils jettent de la viande sur laquelle le peuple s'excite. Et pendant que le peuple s'excite sur cette viande, ce peuple oublie qu'il y a une promesse qui a été faite et cette promesse n'est pas tenue.
Et donc, on peut gouverner comme ça pendant même les arrestations. Le timing, vous entendez, pendant des années, vous avez un type qui commet des actes qui sont répréhensibles. Et tout le monde crie, et puis on ne comprend pas pourquoi il est toujours là, pourquoi on ne fait rien. Mais pourquoi? Parce qu'il obéit au calendrier, à l'agenda de la gouvernance, pas la diversion. C'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'on lâche quelque chose au peuple, où les gens vont parler pendant 6 mois. Oh là, on l'a arrêté, Mbungo, vous vous rendez compte, ce type-là, il exagérait, il avait des cortèges qui ne finissaient pas, et tout, il a acheté tant nombre de têtes. Donc ça va occuper les conversations pendant 3, 4, 5, 6 mois. Mais ces 6 mois d'un mandat de 7 ans qui sont passés sans que les gens ne se posent des questions réelles, sans que les gens ne se souviennent qu'on leur avait dit que avec Meveleux, il n'y aura plus le problème de délestage d'électricité au Cameroun. Donc cette gouvernance-là, c'est le modèle que nous avons chez nous. Je vous en parle pour que vous appreniez à vous méfier de toutes ces choses qu'on vous sort du chapeau. Hein, vous jetez une fois à Douala, et puis j'entends que, oh là là, c'est la psychose dans la ville, on ne peut plus circuler, il y a des microbes. Microbes. Donc des jeunes qui sortent dans la rue, qui agressent des gens, c'est la psychose. Et pendant plusieurs jours, on ne parlait que de ça. Les gens, à peine ils avaient fini par terre. Alors je me suis posé la question de savoir, mais un pays qui est ultra sécurisé, en tout cas qui a ultra sécurisé son pouvoir, peut-il avoir un phénomène comme les microbes? Non. Mais quand vous vérifiez, vous verrez qu'à la période où il y a eu ces fameux microbes, qui sont bien entendu instrumentalisés par le pouvoir, c'est la période où on a augmenté les vignettes, je ne sais plus, carte grise ou vignettes au Cameroun, où c'est passé du simple au double. Donc tout le monde était sur les microbes, que les gens ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait un vrai sujet d'indignation, un vrai truc qu'il ne fallait pas laisser passer. Mais on a laissé passer. Pourquoi? Parce que la gouvernance a fonctionné par la diversion. Donc il y a plein de choses comme ça, même le timing. C'est-à-dire que vous voyez l'histoire de Martinez, Zogo, ce frère-là, qui a été assassiné comme un animal par la bande à Ferdinand Gongo et toute la clique. Parce que c'est ça la vérité. Que on tourne autour du pot, on ne veut pas la dire, c'est ça la vérité. Martinez, ça fait bientôt, on va parler de 2 ans qu'il est décédé, on n'a pas de résultat sur qu'est-ce qui s'est passé et tout. Pourtant, comment voulez-vous que nous, moi je ne suis pas de l'appareil au pouvoir, je ne gère pas les services secrets, je ne gère aucun service secret. Comment voulez-vous que moi, j'en sois arrivé à la conclusion où je vous ai envoyé des éléments ici, il y a plusieurs semaines à rebours, après ces éléments se sont avérés vrais, puisqu'il y a eu un autre tour judiciaire après toutes les révélations que j'ai faites. Vous pensez que moi, qui ne gère pas un appareil sécuritaire quelconque, je vais être plus informé que les gens qui ont l'appareil sécuritaire? Alors pourquoi tait-on une information comme celle-là? C'est-à-dire pourquoi fait-on durer pendant 1 an une enquête sur une vérité, sur un truc qui est là, que tout le monde sait et tout? C'est parce qu'on fait la gouvernance par la diversion. Vous allez voir que quand il y aura un grand truc énorme qui est difficile à faire passer dans les opinions, on va peut-être vous sortir que oui, bon là maintenant, vraiment, Ferdinand Gongo, il est convoqué et tout et tout. Ça va prendre quoi? Ça va prendre 6, 4, 5, 6 mois de parler. Tout le monde va parler dessus. On a grignoté du temps sur le septennat de 7 ans. Donc voilà comment le Cameroun est gouverné. C'est important que vous sachiez ça. Parce que j'ai remarqué que euh, nous sommes comme une famille, on vit ensemble. C'est comme si on est marié à des gens, mais on ne sait pas qui sont ces gens. C'est important de savoir qui sont les gens qui nous gouvernent, comprendre leur mécanisme de gouvernance pour pouvoir avancer. D'où la suspicion que j'ai jetée. Dès qu'on a parlé, commencé à parler du jour au lendemain, vous entendez tout le monde, non, tous sur les listes électorales. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça cache cette histoire? Qu'est-ce que ça cache depuis quand le pouvoir se montre enthousiaste pour faire entrer dans le fichier électoral de nouveaux électeurs dont il n'y a aucune preuve que ce sont des électeurs qui leur sont acquis? En l'état actuel des choses, est-ce que le pouvoir en place a intérêt à ce qu'il y ait de nouveaux électeurs qui ne maîtrisent pas, qui entrent dans le fichier? Puisqu'avec les électeurs actuels qui existent, ils gagnent déjà de manière très confortable. Quel est leur intérêt d'inciter à l'entrée de nouveaux électeurs dont ils n'ont pas le contrôle? Donc il n'est pas sûr que ce soit eux, que ce soit des électeurs qui leur soient acquis. Donc on pousse cette réflexion.
Et quand vous allez pousser cette réflexion, vous allez comprendre quelque part qu'il y a un sujet de diversion. Bon, là, je vous ai fait la démonstration récemment. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous ai dit, bon, le but du jeu, c'est que, bon, c'est l'aboutissement du coup d'état scientifique. Donc, il y a des hommes politiques de l'opposition qui jouent ce jeu. Bon, ça peut être pas naïveté, peut-être aussi certains savent de quoi il s'agit, peut-être qu'on les a approchés. Parce que vous savez, les gens de l'autre côté, ils sont très, très, très brillants. Ah, et c'est la force de corruption de ces gens-là, ils ont une vraie force de l'expérience, quoi. Pour tout ce qui est corrompre, acheter les consciences et tout. Bon, mais partons de l'idée que ces leaders-là sont naïfs, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est l'aboutissement du coup d'état scientifique parce que de toutes les façons, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, bon, ces gens-là, ils ont déjà prévu que, bon, on va aller à cette élection, on va tricher comme d'habitude, mais compte tenu du niveau de, de, de dénonciation, du niveau de contestation qu'il y a dans l'opinion, il va falloir faire passer ça dans nos lobbies, nos amis des lobbies internationaux. Donc, il faut que, un, on crée l'idée que c'est une élection qui a été populaire, qui a eu une participation massive. Mais ce n'est pas participer qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir contrôler la sincérité du processus de dépouille, du dépouillage des votes par la suite. Et aujourd'hui, personne ne peut garantir cette sincérité. Si vous avez un ministre de l'administration territoriale qui décide d'écarter, de diviser les partis politiques, de dire, bon, c'est tel UPC que je reconnais, ce n'est pas tel autre que je reconnais, s'il a le pouvoir de faire ça, vous allez faire quoi? S'il dit que, bon, voilà les résultats, ce sont ces résultats-là qui sont les bons, ce sont ces résultats que nous allons valider. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez rien faire. On est bien d'accord. Donc voilà, on est sur un vrai caca et qui demande aujourd'hui un sursaut. Moi, je vais vous dire, parce que j'entends souvent des gens dire, oui, bon, vous critiquez, qu'est-ce que vous proposez? Vous savez, moi, je suis une machine à proposer. Hein. Euh, et j'ai une vraie légitimité quand je propose, parce que moi, je ne vous parle pas des choses imaginaires, je vous parle des choses, la plupart du temps, qui sont vécues. Quand je vous ai dit ici que il faut absolument une insurrection populaire au Cameroun, à défaut d'un coup d'État. Moi, je vous le dis de manière très claire. À défaut d'un coup d'État, il faut une insurrection populaire, coup d'État porté, bien entendu, par des patriotes, pour que toute cette machine-là s'arrête, qu'on se rasseye autour de la table. Tout le monde, on n'écartera personne, tout le monde assis autour de la table, on définit un nouveau pacte civilisationnel. Voilà ce vers quoi on va aller. On est d'accord? Oui. Bon, alors, désormais, celui qui vole l'argent, celui qui détourne l'argent, il passe au poteau, on va le fusiller. Parce que vous savez, on a passé le temps à rigoler, quoi. Pour moi, rigoler, c'est de dire, bon, voilà, les gens ont détourné l'argent, opération impériale, on les envoie en prison. Mais si les mecs boivent du champagne en prison, en attendant que leur peine soit purgée, pour venir profiter des milliards, qu'est-ce que ça a changé? Ben, ça n'a eu aucun impact, parce que les gens ont continué à voler comme si de rien n'était. Donc, bref, il faut passer sur autre chose de nouveau. Donc, parlons de suggestions. Moi, j'ai des idées. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. J'entends des gens dire, oui, le Sénégal, démocratie et tout. Jamais. Le pouvoir actuel au Sénégal est le fruit d'une insurrection populaire. Si le peuple sénégalais ne s'était pas mobilisé massivement, il y a plusieurs mois à rebours, eh bien, Ousmane Sonko, Diomaye Faye serait en prison et Macky Sall serait le président du Sénégal à l'heure qu'il est. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que je vous propose. C'est-à-dire qu'il faut une insurrection populaire, c'est-à-dire qu'au moins pour marquer un ras-le-bol, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de dispositif législatif qui permette de dire on va appeler un référendum au cours duquel, si on a plus de 2 millions de gens qui disent mécontentement général, donc cette gouvernance elle est dissoute, et puis on va vers autre chose, puisqu'on n'a pas les possibilités d'utiliser ces mécanismes qu'on voit dans des grandes démocraties. Il y a un taux de mécontentement, on appelle un référendum, les gens viennent voter. Si on a sur un taux d'insatisfaction qui est élevé, en tout cas un certain seuil, et bien toute cette gouvernance, on la bat en brèche, on organise de vraies élections à travers lesquelles on va donner le pouvoir à une nouvelle majorité qui rentre. Donc, comment on ne peut pas faire ça? Parce que de toutes les façons, on va le faire avec qui? La bénédiction de qui? Il faut forcément passer par le pouvoir de la rue, c'est-à-dire qu'un peuple qui se mobilise, qui dit, bon, maintenant, il y en a assez, il y en a marre. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que, un, on a un pouvoir qui n'aura pas les capacités dans l'organisation des élections qui vont se tenir dans la foulée de pouvoir tricher. Et je ne pense même pas
qu'il faille aller de la gouvernance actuelle à une nouvelle gouvernance sans qu'il y ait une transition. Il faut absolument qu'on passe par une étape des états généraux du Cameroun. C'est-à-dire que quitte à ce qu'on dise, bon, il y a qui là qu'on peut mettre comme Katika, hein, pour qu'on se comprenne très bien. Qui est-ce qu'on peut mettre comme Katika? On prend un militaire parce qu'on estime que c'est quelqu'un d'intègre. Il y en a dans notre armée camerounaise. Ah oui, moi je vais vous étonner, hein. Il y a des gens qui sont intègres. Vous avez vu le week-end dernier le défilé militaire dirigé par un général. Je vous ai déjà parlé de lui ici, le général Meningui Nouma. C'est quelqu'un qu'on peut qualifier d'intègre. Oui, parce qu'on l'a vu. Pendant que tous les jeunes recrues à la présidence, à l'époque il était, je crois, à la direction de la sécurité présidentielle, on a vu beaucoup de jeunes, de nos jeunes frères qui sont dans l'exercice de leur fonction là-bas au niveau de la sécurité du président de la République, qui fuyaient euh, le passage à tabac. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas très bien, qui ne voulaient pas être couchés par des hauts gradés, hein, qui leur obligent ces monstruosités. Et quand je parle, vous avez des familles qui sont là-bas, posez-leur la question. Si Palmer raconte des histoires, fuyant ces monstruosités, qui allaient se réfugier chez qui? Ils allaient se réfugier chez le général Nouma, disant vraiment, papa, protège-nous. Nous, on ne nous a pas éduqué qu'un homme monte sur toi et il entretient des rapports avec toi, protège-nous. Et tout, et il les a protégés. Vous savez ce que ça lui a valu? C'est l'une des raisons, entre autres, pour lesquelles il a été dégagé du palais. Moi, je vous dis ça, nous avons des informations de premier choix, hein. Donc, les lobbies qui sont dans ça sont mobilisés pour que, allez, tu dégages ici, tu nous laisses continuer à faire nos monstruosités, notre satanisme. Donc, des gens comme ça, il s'est retrouvé au quartier général, je crois d'ailleurs qu'il est toujours là-bas. Et donc, des gens comme ça, c'est des gens qui ont montré une image de probité. Vous pensez qu'il aurait pu protéger ces jeunes-là qui venaient se réfugier derrière lui en pleurant s'il n'avait pas un minimum d'humanisme au fond de lui? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il y en a comme lui, il y a d'autres profils. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que je vous dirai ici, prenez-le pour content. Parce que moi, ce que je ne sais pas, je n'en parle pas. Quand je vous dis un truc, ça veut dire que c'est des informations qui sont vérifiées et vérifiables. Et c'est des informations classées A1. Voilà. Il y a comme lui beaucoup d'autres gradés. Nous avons des listes, hein, ne vous inquiétez pas. On sait qui est qui au Cameroun aujourd'hui. Qui est dans quelle petite mafia, qui le fait par conviction, parce qu'il est méchant, il veut détruire, qui le fait parce qu'il est contraint, c'est le système qui veut ça. On connaît tout le monde. On a étudié le profil psychologique de tous ces gens-là, hein, tous les gens qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui. Je peux vous donner même le nombre de ces gens-là, puis ils sont tous répertoriés. Donc on sait qui est qui au Cameroun, qui fait quoi au Cameroun aujourd'hui. Donc dans notre armée, on a des gens, moi je vous le dis, hein, toute sincérité, on a des gens intègres qui ont besoin juste d'un petit encouragement. Et cet encouragement doit venir du peuple, parce que ce n'est pas à l'armée de prendre des initiatives toute seule si on a un peuple qui est amorphe. Hein. Aujourd'hui, on applaudit tous, oh non, Ousmane Sonko, formidable, Diomaye Faye. Vous connaissez l'histoire de ces gens-là? Moi, je connais bien le Sénégal. J'y ai eu des entreprises. J'y ai créé des entreprises, je connais. Moi, j'ai vu Sonko commencer, Assemblée nationale. C'est 15 ans d'aboutissement de carrière politique, hein, que vous voyez là. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Non, 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 il a commencé Assemblée nationale. Il dénonçait, il animait le débat public à l'Assemblée nationale. Il s'est fait remarquer. Les Sénégalais ont vu en lui une figure d'intégrité. Et puis petit à petit, le peuple l'a porté, porté, porté. Aujourd'hui, ils sont en gouvernance. Chose que le peuple camerounais n'est pas prêt à faire. Ne demandons pas seulement aux militaires camerounais, allez vous mouiller pour nous, nous on est assis là au chaud. Non, il faut une impulsion. Et quand je vous le dis, on a des exemples. Vous savez que pendant que ça se passait au Sénégal, pendant qu'il y avait toutes ces insurrections, il y a des gens intègres qui avaient des intérêts dans cette gouvernance-là, et qui étaient là, qui avaient des postes autour de Macky et tout, mais qui n'étaient pas d'accord par la manière dont les choses se passaient. Des patriotes. Et donc, à défaut de dire à Macky, bon, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils n'appliquaient pas les ordres qu'on leur donnait. Quand on disait aller exécuter son coup, profiter du truc pour tirer sur lui, ils donnaient des contre-ordres à leurs hommes de troupes. Qu'est-ce que ça leur a valu? Ben, ça leur a valu aujourd'hui qu'on a un ministre de l'Intérieur, on a un ministre de la Défense. Tapez, renseignez-vous. C'est-à-dire que ne vous contentez pas d'analyser la politique des pays de manière superficielle. Allez en profondeur pour comprendre les choses, comment elles se passent. Hein? Ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, allez voir. C'est des gens qui ont travaillé avec Macky. Et il y en a beaucoup d'autres dans l'administration sénégalaise.
Donc, n'attendons pas de ces gens que l'impulsion vienne d'eux, parce que ça ne sera même pas justifié. Connaissant l'esprit de traître des Camerounais, si même un militaire là prend le courage de dire, bon voilà, on va agir, si ça ne marche pas, vous allez voir les mêmes Camerounais que ce type voulait libérer commencer à lui taper dessus. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et puis, ceux qui ont la force des armes euh, prendront le relais. Mais ce n'est pas à eux de dire que nous, on est mal dans notre peau, qu'on est mal, qu'on nous traite mal et tout. Non, si nous, on dit que tout va bien, qu'est-ce qui peut justifier une action de leur part? Donc, moi, je pense qu'il faut. On a des gens de qualité. Et donc, je reviendrai sur l'histoire de. Je reviens sur l'histoire de la transition. Moi, je vois, il faut une transition. La transition, parce que vous savez, on ne peut pas passer de 60 ans de mal. Parce que pour moi, c'est pas 42 ans. Le président Biya, il est là depuis plus de 50 ans. Vous savez quelles sont les années où il a travaillé, le président Biya? Il n'a travaillé que quand il était avec Aïdjo, comme secrétaire général de la présidence, comme directeur du cabinet civil, comme Premier ministre. C'est les années où il a travaillé. Dès qu'il a pris le pouvoir en 82, il a commencé à siester. Il a arrêté de travailler, mais il a annoncé de manière claire, je suis meilleur élève, que voulait l'ancien colonisateur. L'ancien colonisateur voulait quelqu'un qui fasse que rien ne bouge, parce que le plan n'était pas que les choses doivent bouger. Donc depuis 1982, il est en mode repos, il roupille quoi. Donc de temps en temps, il sort de la léthargie quand il entend qu'il y a un coup d'État. Ah ouais, il y a un coup d'État, d'accord. Et puis, regardez-moi un peu cette affaire de près. Mais en dehors de ça, il roupille. Il s'occupe de ses champs. C'est très bien d'avoir investi dans l'agriculture. Hein, en Roméga, il a des très beaux champs. Je crois qu'on devrait s'en inspirer d'ailleurs pour les autres Camerounais. Et il s'occupe de faire le tour du monde, de se reposer de temps en temps, mais il fait tout sauf travailler. Il ne travaille pas. Donc il faut passer de cette culture-là de la paresse à une culture du travail. Et ça ne va pas se faire juste en disant, bon, on organise les élections demain, il y a un nouveau président. Et non, le Cameroun, pour qu'il change, je vous jure qu'il faut, mais il faut un électrochoc, mais quelque chose de fort, parce que les esprits sont déjà pourris. Quand vous voyez qu'on écrit quelque part interdit d'uriner, et c'est là où c'est écrit interdit d'uriner que vous voyez un bonhomme venir sortir sa quéquette et puis il se met à faire pipi. Vous comprenez que les gens, ça ne va pas, quoi. Et donc, quand ça ne va pas à ce niveau-là, il faut traumatiser les gens dans le sens contraire, le sens inverse, pour qu'on prétende maintenant dire, bon, voilà, on va construire quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, il faut une transition. Et parlons toujours de politique. Allez, que pensent les gens ici déjà on va en parler tout à l'heure. Parlons de politique. Il y a une erreur fondamentale qui est faite aujourd'hui. Hein, moi, je ne suis pas pour les ethnies, je ne suis pas pour les tribus, je suis pour qu'on soit camerounais. Mais vous savez, même dans les familles, il y a des regroupements par affinité, ce qui n'empêche qu'on soit de manière globale des familles. Vous avez les peuples Bassa, vous avez les peuples Bamileke. Il y a une alliance naturelle qui doit toujours exister entre ces deux peuples. Toutes les fois que on va voir qu'ils vont chacun de côté, ils sont manipulés. Parce qu'on sait très bien qui a la capacité, parce qu'ils l'ont fait, leurs ancêtres l'ont fait, donc ils l'ont dans leur gène. Il y a une mémoire au niveau génétique. Il y a une mémoire génétique qui est là, leurs ancêtres l'ont fait, ils sont mobilisés, sont battus. Dans quel contexte? Dans un contexte où ils n'avaient pas d'armes. Ils étaient sur des trucs traditionnels, rudimentaires, ils sont battus face à des gens qui avaient des moyens aériens, qui versaient du napalm et tout, pour libérer le Cameroun. Ils l'ont fait. Il y avait quoi comme enjeu à l'époque au Cameroun? Il n'y avait pas encore toutes les richesses qu'on a là aujourd'hui. Donc ces deux peuples-là, pour moi, sont des peuples qui doivent être en alliance. En tout cas, il doit y avoir au moins un pacte de non-agression. C'est-à-dire que si un Bamileke commence à faire un truc, ça ne doit jamais être quelqu'un qui est son opposant. Opposant, pourquoi? Donc vous voulez dire que les ancêtres de l'époque, là, ils ne savaient pas voir? Ils étaient bêtes? Vous savez combien de pays, combien de tribus il y a entre l'Ouest Cameroun et le pays Bassa? Traverser tous ces gens-là pour venir passer des alliances avec ceux-là particulièrement. Pourquoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut construire un autre triangle équilatéral, mais qui va surfer sur d'autres réalités. Hein. Je vois bien ça, je vois bien ce pacte-là se renforcer avec le Grand Nord, puisque c'est des gens qui nous ont montré aussi une capacité de patriotisme. En tout cas, ils ont un rapport à la vie qui est un rapport différent. Et maintenant, par extension, ces alliances-là peuvent s'élargir, puisque qui fait les affaires avec le clan au pouvoir aujourd'hui? Eh bien, c'est les Bamileke, c'est leurs amis, donc ils vont les faire venir, et puis voilà,
Ça fait qu'on va arriver globalement sur quelque chose de costaud, de solide pour construire un nouveau projet pour notre pays. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais si je ne me suis pas bien fait comprendre, vous pouvez me le dire et je peux répéter. Ah, mais n'allez pas interpréter derrière. Alors, Jean-Marie dit, ils ont essayé avec des engins explosifs dans les quartiers de Douala. Allez, je suis un tout petit peu perdu. Il y a quelqu'un qui me l'écrit là, il dit bonsoir à tout le monde. Ah, c'est Thierry Bock qui dit depuis hier, pas d'électricité. Voilà. Mais c'est fait exprès, les mecs. Pendant que, même les coupures d'électricité, tout ça est organisé. Parce que quand on coupe le courant, les gens ont fait quoi? Toute l'énergie des gens va dans l'idée que, oh, il y a eux ceux qui se grattent, il fait chaud et tout. Ils n'ont pas le temps de penser en termes de prospective à l'avenir du pays, à pouvoir se constituer en force de contestation pour dire non, ces gens ne veulent pas. Donc tout ça est instrumentalisé. Ça fait partie des méthodes de gouvernance par la diversion. C'est-à-dire qu'on crée des malaises primaires de telle sorte que les gens soient plus habités par tout ce qui est les bas instincts, les petites choses quotidiennes de tous les jours. Et donc les gens ne sont pas en train de se projeter, de se dire, mais au fait même, c'est même quoi ces gens-là? C'est qui ces gens? Ils ont quoi de plus que les autres Camerounais pour que ce soit eux qui portent toute la fortune et qu'il y ait un mec qui ait 50 voitures dans son parking, qu'il y ait un mec qui soit en même temps ministre, député, maire et tout ce que vous voulez, ce cumul de fonctions. Ils ont quoi de particulier? Donc vous n'avez pas le temps de penser à ça. Donc c'est fait exprès, tout ça. Vous êtes le prototype parfait de la personne qui changera ce pays. On vous veut comme candidat de la diaspora. Ça vient de Luna, Zara. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tout ce que je fais là n'aurait pas de sens si je me positionne comme étant candidat à quoi que ce soit. Non. Moi, je vous ai dit que ma démarche, il faut qu'on soit très clair, ma démarche n'est pas guidée par un intérêt personnel. Je suis en attente de rien, je ne veux rien être. Je veux simplement participer à mon niveau à créer la dynamique qui va amener le changement au Cameroun. Maintenant, les gens, pour incarner cette aspiration collective, je vous jure qu'il y en a. Il y a des Camerounais brillants ici dehors. Il suffit juste de chercher. Et on ne va même pas trop chercher. Il y en a. On aura casting au moins 100 personnes et on aura l'embarras du choix. Que c'est qui, vers qui on va. Et nous, on peut jouer notre rôle, le rôle qu'on joue déjà, qui est celui d'accompagner ces dynamiques. Parce que vous savez, si tout ce que je vous dis là est guidé par le fait qu'à la fin, je vais vous dire, bon voilà, je suis candidat, je veux faire telle chose, ça perd tout son sens. Vous voyez? Parce que tout ce qui s'est passé au Cameroun ces dernières années et qui fait que le pays ne marche pas, c'est qu'on a eu que des profils de personnes qui étaient intéressées dans toutes les actions qu'ils menaient. Non, il faut inventer un nouveau type de Camerounais, des Camerounais désintéressés. C'est-à-dire, on fait des choses parce que c'est bien. Vous savez, le vrai patriotisme, c'est de pouvoir travailler pour son pays, même pour rien. Moi, je l'ai vu en Chine, je vois comment les Chinois ils fonctionnent. Ils sont habités par la postérité. Est-ce que si je fais ça, si je pas même je meurs là, est-ce que ma mort peut aider les générations qui vont venir après à vivre mieux? Et puis oui, si c'est ça, mais c'est ça. Est-ce que les gens se rendent même compte qu'il n'y a pas d'autre finalité à la vie que la mort? Il n'y a pas d'autre finalité. Pourquoi on est trop dans cette peur-là? Non, on va me tuer. Mais on mourra, les gars. Arrêtons ce truc-là. C'est avec ça qu'on nous tient depuis au moins 5 générations d'esclavage, de colonisation, aujourd'hui de néocolonisation, qui est menée par nos propres frères. On va tous mourir. Donc, peu importe le temps que ça prend, ou si c'est demain, après-demain, il y a des bébés qui naissent et qui meurent aussitôt. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'intérêt. Il y aura de l'intérêt dans ce que je fais si moi, je suis quelqu'un de désintéressé. Et moi, je vous le dis en toute honnêteté, je ne pourrais pas prendre ce type d'engagement en étant sur des plateformes comme celle-ci où tout le monde garde. Je connais les Camerounais, vous êtes des gros vicieux. Hein. C'est-à-dire, quand vous parlez là, les gens sont là, ils archivent, ils archivent. Essayez donc de faire le contraire demain. Et tout le monde va vous sortir sa petite vidéo. Que, ah, ce n'est pas toi qui disais ça. Non. Donc, quand je vous dis là, c'est un engagement, considérez-le comme un engagement. Moi, je suis candidat à rien. Je n'aspire qu'à une chose, d'aider au changement de notre pays. Maintenant, j'ai des idées, parce que j'ai une expérience, j'ai une expertise de très très haut niveau.
à l'international. J'ai côtoyé des gens qui décident dans le monde. Je les côtoie encore aujourd'hui. Je sais ce qu'on pense. J'ai accès à des endroits où même le président de notre pays, le président Biya, il n'a pas accès à ces endroits, malgré qu'il soit président, qu'il ait de l'argent, qu'il ait tout ce qu'il veut. Donc, à côtoyer ces endroits, ça finit par me donner une certaine idée de ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on peut procéder pour démêler les différents pièges. Parce qu'il ne faut pas penser que les gens sont là les bras croisés, ils sont contents, ils attendent que non, vraiment, il faut que le Cameroun s'en sorte, on est content. Non, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça bouge chez nous. Et donc, ils vont multiplier des pièges, des écueils sur notre chemin. Et si nous n'avons pas des gros stratèges qui sont là pour. Et quand je vous dis ici que non, on doit s'ouvrir, vous pensez que je vous dis qu'on doit s'ouvrir, pourquoi? Parce que j'aime seulement trop l'ouverture? Non, c'est parce que je sais que si nous ne procédons pas à l'alignement des intérêts en impliquant beaucoup de gens de différents horizons dans le projet qui est celui de sortir le Cameroun de l'ornière, mais on aura fait à peine un pas. Ça va être pas que non, vous avez Ebola au Cameroun, c'est en train de tuer les gens. Ah, il y a une rébellion qui a commencé de l'autre côté et tout. Donc, il faut que le Cameroun devienne un intérêt collectif, un intérêt de plusieurs personnes, de plusieurs lobbies. Et ce n'est qu'à ce titre-là qu'on pourra, nous, gagner quelque chose. Mais si on veut dire qu'on veut faire des choses que nous, on sait comment ça marche, on n'ira nulle part. Ça, je peux vous le dire. Citez-moi un pays qui s'en sort dans le monde aujourd'hui en vivant en autarcie, en étant enfermé sur lui. Il n'y a pas. En Afrique, c'est lequel? Vous avez parlé quoi du Rwanda? Ben, c'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Le Rwanda aujourd'hui, c'est la volonté, certes, d'un homme qui a une vision, mais il s'est appuyé sur qui? Il s'est appuyé sur tous ces lobbies, les conglomérats qui décident dans le monde pour bâtir le formidable empire qu'ils sont en train de bâtir chez eux. C'est comme ça. Sans eux, vous n'allez nulle part. Parce ils sont trop en avance. Le rapport de force est très déséquilibré et tout. Vous ne pouvez pas bouger. Hein, ils ont les moyens de vous dire, bon, voilà, tout ce que vous consommez vient d'où? Partons de là. Il n'y a pas de sécurité alimentaire. La quasi-totalité des produits manufacturés que vous consommez chez vous viennent d'ailleurs. On vous fout n'importe quoi dedans, vous commencez à pisser, hein, à chier mou pendant des mois et des mois, et vous ne savez pas, vous vous asséchez et tout. On a notre ratio démographique qui tombe complètement, et on va faire quoi? Bon, c'est des choses, je ne suis pas très à l'aise d'en parler dans ces canaux, parce que ça fait partie des choses liées à mon travail. Mais franchement, prenons l'habitude d'écouter les autres sans la ramener. Hein. On n'est pas obligé de ramener notre fraise à tous les coups parce qu'il y a la démocratie, la liberté d'expression. Donc, quand un ingénieur de pont et chaussée va nous parler des ponts, quelqu'un va venir parce il a la liberté d'expression, il va venir le contredire alors qu'il n'a pas l'expertise qu'il faut pour ça. Comprenez? Alors, on souffle en prenant de nouveaux messages. Alors, qu'est-ce que vous dites? On a parfois du mal. On avait quelqu'un, il y avait des gens qui devaient réagir. Hein, s'il y a certains parmi vous qui veulent dire un truc, apporter du nouveau, ils peuvent toujours, ils peuvent se connecter. Ah, c'est Armel qui dit exactement, il est en vacances depuis 1982. Armel, vous devrez parler. Merci Isabelle, Isabelle Tchoukem qui dit vraiment brillant, exactement. Oui, ben, merci Isabelle. Nikon Ngohenje, bonsoir mon frère et à vous tous. Bonsoir ma chère Isabelle. J'espère que vous allez très bien. Alors, donc, on va poursuivre notre... Je voulais qu'on évoque les questions liées à l'écologie. J'ai vu passer cette semaine un papier récusant une précédente dotation qui avait été faite par le ministre Eyebe ici, qui est chargé des domaines. Donc les domaines dans un pays, c'est tout ce qui touche au foncier, hein, au patrimoine de l'État et tout ça. Bref. Et j'ai vu qu'on avait attribué 400 000 hectares de terre à quelqu'un. Je ne connais pas cette personne, inconnue au bataillon, je ne sais pas qui c'est, pour développer la culture du manioc. Certainement pour en faire un usage industriel. C'est vrai qu'il y a une vraie chaîne de valeur qui peut être créée autour du manioc. Ça, je suis le dernier à pouvoir le contester. Il y a une vraie chaîne de valeur qui peut être créée. Il y a beaucoup d'applications
l'agro-industrie autour. Il y a beaucoup de transformations qui peuvent être faites avec le manioc. Mais quand même 400 000 hectares, je trouve que ça fait un peu beaucoup, non? C'est toujours pour l'agriculture, c'est pourquoi. En tout cas, ce que j'observe, c'est que ça a été cette, euh, cette attribution-là a été remise en cause par le ministre Eyébéa ici. Et ça m'amène à m'intéresser un peu à la question du foncier, à la question écologique de notre pays. Vous voyez, il y a des gens qui ont obtenu des permis de coupe depuis de nombreuses années, qui ont fait quoi? Qui ont passé le temps à couper de manière sauvage les arbres dans nos forêts camerounaises, et puis à les envoyer sous forme de billes à, à l'extérieur, sans réellement penser à créer une filière bois. La filière bois, c'est quoi? Ça veut dire créer une chaîne de valeur qui permettrait que, bon voilà, qu'on n'ait plus des essences qui sortent brutes comme ça, qui vont ailleurs faire travailler les ouvriers d'autres pays. Pendant que nous, on a un chômage de masse dans notre pays. Donc ça implique quoi? Ça implique que on pourrait avoir des ébénistes, donc des jeunes qui sont formés dans l'ébénisterie, des menuisiers, je sais pas moi quoi, des charpentiers, bref, toute une chaîne de valeur pourrait être érigée, permettant de régler une part des problèmes que nous avons au niveau de l'emploi de nos jeunes, la formation et de l'emploi de nos jeunes. On ne l'a pas fait. Bon, c'est pas très sorcier, hein. Vous savez, moi j'étais en coq. En coq, c'est une zone, c'est la zone franche, la zone économique et franche euh, du Gabon. C'est à 27 km de Libreville. J'y suis allé là-bas, j'ai vu ce que Ali Bongo a essayé de faire avec Olam, le groupe singapourien. Donc ils ont créé une zone franche et ils ont décidé que plus une bille de bois ne sort du Gabon sans qu'elle ne soit transformée localement. Je crois d'ailleurs qu'il y a un ministre qui a été viré pour ça, si ce n'est pas un ancien vice-premier ministre, quelqu'un comme ça, qui a été viré parce qu'on l'a surpris en plein trafic de ces essences-là, non transformées. Ils ont fait ça au Gabon. Je l'ai vu. Tout ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai vues. J'ai fait quasiment le tour de la planète, les amis. Quasiment le tour de la planète. Sénégal, je peux vous dire, Dakar, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda, Podor, je suis allé partout. La Somone. Donc tout ce que je vous dis, la plupart, et je suis allé dans ces endroits avec un regard curieux. Donc je n'allais pas là-bas simplement en villégiature. J'allais pour voir ce qui a suivi les autres et qu'on peut dupliquer chez nous, qu'on peut amener, exporter chez nous. J'ai vu ça partout. Je suis allé à Côte d'Ivoire, j'ai fait au moins 8 ou 9 villes de la Côte d'Ivoire avec des villages, sans compter les villages à l'intérieur. Où est-ce que je suis pas allé? Je suis allé quasiment partout. Donc la plupart des choses dont je vous parle, ce pas des choses qui sont des choses qui ne sont pas réalisables, parce que j'ai vu qu'on les a réalisées ailleurs. Et j'ai vu que ces choses sont réalisées dans des pays qui ont moins de ressources que nous. Vous voyez, je vous parlais du financement de l'éducation, considérant que c'est une priorité pour des pays comme les nôtres qui veulent aller au développement. Le Sénégal, quand Ouad arrive au pouvoir en 2000, il décide que 40% du budget national va être dévolu à l'éducation. Avec ces 40%, tous les étudiants, tous les lycéens doivent être boursiers. Donc chaque étudiant, chaque lycéen sénégalais, sous Ouad, avait une bourse. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils ont considéré que à la base de tout développement, il faut l'homme. C'est des cerveaux humains. C'est des cerveaux humains qui a eu la bombe atomique qui a émergé avec Einstein. C'est des cerveaux humains qu'on a eu la théorie sur les jeux avec John Forbach Nash. Donc on a tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est d'abord le produit des cerveaux humains. Donc un pays qui a comme enjeu de se développer est obligé de mettre une priorité sur la formation, sur l'éducation des siens. Donc ils se sont dit, bon, si on demande aux gens de payer pour aller à l'université, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de moyens. Donc qui nous dit que parmi les enfants de ces familles-là, on n'a pas des futurs Einstein qu'on va laisser sur le bord du chemin juste parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va financer des études pour donner une égalité des chances à tout le monde. Et de cette égalité germera des génies qui demain, eux, trouveront des solutions pour permettre peut-être qu'on sorte du financement de l'éducation. Et ça s'est fait pendant des années. La conséquence, ça a été quoi? Ça n'a pas été facile à mettre en place, hein.
Parce qu'il y a eu un gros débat avec toutes les institutions breton-woodiennes, Banque mondiale, FMI. Oh non, on ne peut pas vous laisser faire ça. C'est les dépenses sociales qui vont gréver le budget. Mais heureusement, ils avaient en face d'eux un chef d'État qui savait de quoi il parlait. Donc Wade les a vite remis à leur place. Il leur a dit non, moi je suis économiste. Si c'est vous qui m'enseignez l'économie, alors j'ai passé mon temps à m'amuser à Paris. J'ai bien appris. Je ne considère pas des dépenses, ces dépenses comme étant des dépenses sociales, je les considère comme de l'investissement. Parce que si je ne pousse pas à la formation, à l'éducation des gens, je n'aurai pas la ressource humaine demain qui peut permettre de trouver des solutions au problème du Sénégal. Donc c'est de l'investissement, ce n'est pas des dépenses sociales. Et voilà comment il a réussi à imposer ça à la Banque mondiale, aux nations, au FMI. Le résultat, c'est quoi aujourd'hui? Le Sénégal, c'est aujourd'hui un formidable gisement de ressources humaines. Et ces ressources humaines, on ne les a pas formées pour qu'elles s'expatrient. Les gars, ils ont des savoir-faire, ils travaillent dans le pays, et ils apportent la richesse. Le Sénégal, comme vous voyez, à l'époque, on avait quoi? On avait 2 fois le PIB du Sénégal. Le Cameroun avait 2 fois le PIB du Sénégal. Aujourd'hui, c'est réduit. Très réduit. Je crois que bientôt, ils vont nous talonner. Ils vont nous talonner, là. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a eu ça. Éducation, formation, soutenue par l'État. Et puis, derrière, ces gars qui se prennent en charge, ils sortent, ils sont des cadres, des ingénieurs et tout. Ils ont les moyens de se prendre en charge. Ils ont des pouvoirs d'achat qui leur permettent de payer l'école de leurs enfants sans avoir besoin d'obtenir une bourse de l'État. Donc, il faut que nous travaillions à aller vers des choses euh, comme celle-là. C'est des choses qu'on voit ailleurs, qui sont applicables largement chez nous. Si on n'avait pas un pouvoir qui a décidé que le Cameroun ne doit pas bouger, je vous jure qu'on serait très loin. Donc vous imaginez un seul instant, tout ce que je vous raconte là, c'est des choses qui se réalisent en très peu de temps. Moi, le Cameroun que je vois là, on le prend en 2 ans. Je ne vous parle pas de 5 ans. En 2 ans, vous confirmez que vraiment on avait des gens qui ne voulaient pas travailler, qui ne voulaient pas que ça bouge. C'est pas sorcier, on a toutes les ressources. On a même les ressources intellectuelles. Il faut simplement reprogrammer maintenant la matrice. Il faut que les gens viennent, ils entrent dans la pièce, on leur dit, bon voilà, c'est comme dans la sorcellerie. Et maintenant, la porte que tu as franchie là fait de toi un homme qui a telle obligation, l'obligation d'aimer son pays, de le chérir. Si tu le trahis, tu vas mourir et tout et tout. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura une libération des énergies. Et une fois que les énergies sont libérées au Cameroun, c'est fini. Rien ne pourra nous arrêter. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faites attention. Tout le monde n'est pas content, ne serait pas content de voir que, allez, ça part. Donc il faut de l'ingénierie. Il faut une vraie ingénierie pour amener à ce décollage sans qu'il y ait des écueils qui viennent le stopper ou qui viennent le freiner. Donc il faut faire travailler les cerveaux. Alors il y a quelqu'un qui dit, c'est M. Mbengando qui dit l'armée camerounaise est une armée sans vertu. C'est limite naïf de penser qu'elle est du côté du peuple. C'est pas ce que j'ai dit. Les gars, prenez le temps d'écouter. Et quand vous ne comprenez pas, posez la question. Mais ne soyez pas affirmatif. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on avait des éléments au sein de cette armée. Et beaucoup d'éléments que nous, on connaît, qui sont des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Comment vous pensez que nous avons toutes les informations? Vous pensez que je suis dans ma chambre, je dors, et puis je me réveille à 6 heures du matin, je lève mon oreiller, et puis en bas, il y a des feuillets remplis d'informations sur le Cameroun. Vous pensez qu'on a des informations comment? Hein? On a des informations parce qu'il y a des patriotes partout au Cameroun. Même dans les endroits les plus pourris, vous avez des gens qui sont là, qui ne sont pas contents de la manière dont les choses se passent. Moi, j'ai failli être buté au Cameroun. À quoi j'ai eu la vie? À quoi je dois ma vie? Sauf là-bas. C'est parce que tout le monde n'est pas pourri. Il ne faut pas désespérer. En notre pays, à ce niveau-là, il faut considérer que ça ne marche pas là, mais il va faire beau bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, même parmi ceux qui font que les choses ne marchent pas, qui ne sont pas d'accord, mais ils sont prisonniers d'un système. Vous savez ce qu'il faut faire pour être en responsabilité au Cameroun? Vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont tenus par des pactes, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, donc il faut libérer tous ces gens-là. Ils sont otages, au même titre que vous et moi. Donc je n'ai pas dit qu'on a une armée qui est super vertueuse, j'ai dit qu'on a des éléments à l'intérieur, que ce soit des petits soldats, que ce soit des hauts gradés, des gens qui ne sont pas contents, parce qu'eux-mêmes, ils souffrent. Je vous ai parlé de l'expérience du général Melingui ici, à l'époque, quand il était à la présidence. Heureusement que c'était un couillu. Hein. Quelqu'un qui a pris sur lui de protéger les jeunes d'actes satanistes qu'on voulait leur imposer.
Vous pensez qu'un type comme ça, on peut se permettre de le qualifier d'être un homme sans vertu? Il avait quel intérêt de le faire? La preuve, en le faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Les lobbies sont mobilisés pour qu'on le chasse de ce poste-là qui était quand même plus intéressant pour lui. Donc on ne peut pas dire ça de tous les Camerounais. Et quand je vous le dis, regardez, la première, le premier sujet que j'ai amené en échangeant avec vous ici, c'était la question de la justice camerounaise. Je vous disais, on n'est pas dans un état de droit. Le Cameroun n'est pas un état de droit. J'ai pointé du doigt, indexé un certain nombre de dysfonctionnements de l'administration judiciaire camerounaise. Mais observez quand même que ça bouge. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit juste des gens qui contestent pour contester. Il faut être des gens honnêtes. Le ministre de la Justice du Cameroun, Laurent Aïsso, c'est un vieux magistrat. Il est là depuis des années. Il a fait de nombreux postes au Cameroun et tout. Je l'ai quasiment jamais entendu parler. Mais observez ce qui se passe ces jours-ci. Et des magistrats qui sont suspendus, et des lettres, lui qui se fonde de dito. Pour dire quoi? Pour faire un cours magistral à ses collaborateurs sur ce que sont les droits, les devoirs, pardon, plutôt, de leurs devoirs de magistrat. Mais ça veut dire quoi? Donc, des gens comme ça, on va continuer à leur jeter la pierre, et pourtant qu'il y a un pas qui est fait de notre côté pour dire oui, je vous dis qu'il y a des gens dans le système qui ne sont pas d'accord de la manière dont les choses fonctionnent. Et moi, je veux saluer ça. Je veux saluer de voir que bon, il y a des gens qui se mobilisent, qui comprennent ce qu'on dit quand même. Parce que je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas fait tout ce qu'on dit là depuis quelques mois. Vous n'aurez jamais vu le ministre garde des Sceaux du Cameroun se fendre d'un éditorial. Un type qui n'a jamais parlé. On ne sait même pas ce qu'il pensait et tout. Silence emblématique depuis toujours et tout. Là, aujourd'hui, il emboîte le pas des sujets que nous posons sur la table. Monsieur Ngongo, il va être comparé, il est convoqué à comparaître. Vous imaginez que c'est des scénarios qui étaient possibles il y a quelques mois en arrière. Donc, il y a des gens de bonne volonté. Ne nous fermons pas. C'est une très grosse erreur. Dans la vie, il faut construire, il faut additionner, il ne faut pas soustraire. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il y a de la bonne volonté, des gens qui se manifestent, il y a des gens qui sont là, qui sont même parfois responsables du marasme dans lequel on est, mais qui arrivent à un moment donné dans leur vie à être pris par des regrets. De se dire, mais non, vraiment, c'est pas très glorieux, c'est pas très jojo ce que nous avons fait. Donc il faut autre chose. Donc voilà, il faut pas être radical. C'est pas bien le radicalisme. Il faut toujours être ouvert, se dire que l'être humain peut changer. La vérité de midi n'est pas celle de 14 heures. Les choses peuvent évoluer. Alors, il y a, on va prendre des, il y a quelqu'un qui dit, alors comment passer de la description du mal à l'action? Je ne fais que donner des solutions tout à l'heure. Peut-être vous avez pris en cours de route, c'est Monsieur Kléber Jahan Joachep qui dit comment passer de la description du mal à l'action. Pour l'instant, nous avons des élections qui se profilent à l'horizon. Il serait suicidaire de ne pas s'y mettre à fond. Cet engagement commencera par une inscription massive sur les listes électorales sur ce chantier. Donc, je crois que chacun de nous, soucieux de travailler à faire chancer le pouvoir en place, pourrait commencer par motiver par tous les moyens acceptables son réseau de famille, sa communauté à reprendre présent le jour venu. J'ai foi que cette initiative pourrait faire feu de brousse et peut-être, je crois fermement que vous, cher monsieur Morgan, pourriez aider avec votre facilité à communiquer, à booster cet effort. Je pourrais volontiers vous en dire plus sur comment j'envisage ce plan. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas que les gens s'inscrivent dans les listes électorales. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous redis ce que j'ai dit. Je dis que c'est simple. En l'état actuel des choses, si l'idée de que les Camerounais doivent se mobiliser pour les listes électorales vient du pouvoir, il faut que cette idée soit frappée de suspicion forte. Quelle est la quenelle qu'on nous prépare? C'est ce que je dis. Je ne dis pas que, de toute façon, il faudra bien un jour que par le décompte des cartes, donc par des élections, qu'on arrive à désigner quelqu'un qui va prendre la suite. Mais je viens de vous dire que ça doit obéir à un calendrier. Bon, je comprends peut-être que vous n'étiez pas là au moment où je parlais, ça doit obéir. Il faut une méthodologie. S'il n'y a pas de méthodologie, ça se passera comment? Ça se passera comme au Tchad. Hein? Il y a une mobilisation aussi
liste électorale, si vous ne maîtrisez pas le processus, vous ne maîtrisez pas l'ensemble de l'appareil et tout, mais vous allez aux élections comme en 2000, c'était quand là, comme en 1992, comme en 97, comme en 2004, comme en 2011, en 2018, vous irez aux élections de la même manière. On n'a pas les moyens aujourd'hui de certifier le processus de dépouillement des votes. Tant qu'on n'a pas ces moyens, la préoccupation ne doit pas être mettons-nous tous pour aller, parce qu'on est allé. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le MRC a revendiqué une victoire. On est allé, ça allait où? Où est-ce que ça allait? Au contraire, aujourd'hui, nous avons des formidables compatriotes, concitoyens qui sont enfermés en prison. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a mis la charrue avant les bœufs. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut de la stratégie. Et la stratégie, c'est laquelle? Il n'y a pas 10 000 stratégies. Aujourd'hui, il faut que tous ceux qui sont dans le personnel politique, là, qui occupent le leadership politique, en tout cas d'opposition, la contestation, appelons ça comme on veut, que ces gens-là déjà parlent d'une seule voix, et que tout le monde, des gens comme nous, qu'on dise que bon voilà, ce système-là, on en a marre, on ne peut plus continuer de cette manière, qu'on parte sur une stratégie unitaire déjà de la contestation, que tous les gens qui contestent là, qui soient d'accord, que M. Kamto parle avec M. Libye, bref, tous les gens qui sont mêlés à l'affaire politique, et puis maintenant qu'ils soient appuyés par tous les gens de la société civile comme nous autres, qui viennent, qu'on donne, on parle d'une seule voix, et puis maintenant, je vous ai dit qu'il faut absolument imposer le respect des résultats, et vous ne l'imposerez pas à un pouvoir qui reste fort. Il faut imposer cela à un pouvoir qui est fragilisé. Et il y a quel autre moyen de fragiliser le pouvoir que par une insurrection populaire où les gens... C'est ce qui s'est passé ailleurs. Je vous dis que si le peuple ne s'était pas mobilisé au Sénégal, Sonko serait en prison aujourd'hui, Macky Sall serait président. C'est ce que je vous dis. Vous allez faire quoi? Ok, on finit de se mobiliser, d'accord, on va aux élections. Et puis, au soir des élections, on nous dit que bon, le candidat victorieux, c'est Paul Biya, qui d'ailleurs ne va pas gouverner par la suite. Il va nous la faire exactement comme ça s'est passé là, les 7 dernières années. Hein? Ça veut dire quoi? Il signe un truc de délégation. D'ailleurs, je voulais qu'on dise un mot sur cette délégation. J'ai entendu certains intellectuels camerounais euh, euh, parler sur cette question. J'ai entendu un dire oui, c'est n'importe quoi, il y a une mauvaise compréhension. Non, attention, il n'y a pas une mauvaise compréhension. Cet acte que j'ai lu ici, ce décret du président, c'est un décret illégal. On n'a pas fait que donner une délégation de signature en Congo. On lui a, en plus de la délégation de signature, donné une délégation de pouvoir. C'est pas la même chose. Donc vraiment, il ne faut pas distraire les Camerounais. Délégation de signature, c'est bon, voilà, quand je ne suis pas disponible, tu peux signer à ma place. Mais quand tu dis déjà à quelqu'un, tu vas choisir de ta volonté ce que je peux signer ou pas et tout, et donc décider de ce que je peux signer ou pas. C'est pas la même chose. C'est pas la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu décides. Donc si tu choisis que bon, voilà tel dossier important, il y a des choses que ne doit arbitrer que le président de la République, celui en tout cas qui a été élu au suffrage universel direct. Donc j'ai entendu comment vous appelez ça, euh, des, des intellectuels influenceurs cette semaine parler dans les plateaux de télévision, dire oui, c'est de la diversion, il y a toujours eu ça et tout et tout. Non, il n'y a pas toujours eu ça. La preuve, pourquoi il n'y a pas eu de communication autour avant que je ne sorte ce papier? Qui en avait entendu parler? Est-ce qu'on a même 10% de Camerounais qui étaient au courant de cette affaire? Pourquoi, si c'est pas, entaché d'irrégularité, si c'est pas quelque chose de suspect, pourquoi c'est caché? Hein, avant, quand vous lisez bien ce décret. Ce n'est pas que la délégation de signature. C'est une délégation de signature, mais aussi une délégation de pouvoir. Et ça, c'est illégal. Voilà. Donc, il faut qu'on soit très, très clair dessus. Et voilà, qu'on arrête d'en papaouter les Camerounais, parce que voilà, on n'est pas tous bêtes. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, mon cher Kléber Djahan. Je suis d'accord sur le procédé. Je dis juste qu'il faut penser la stratégie. Parce que la faiblesse des nôtres, c'est qu'on va faire de la politique en mettant les organes. On va faire de la politique avec les émotions. Non, la politique, c'est froid. Hein? Il faut qu'on soit plan A, plan B, plan C. Comment on agit si ça ne marche pas? Le plan B, c'est quoi? Le plan C, c'est quoi? On fait avec qui? Quand je parlais du MRC ici, bon, certains n'ont pas compris. On dit ouais, machin et tout, en disant que non, une machine de guerre ne doit pas reposer sur une seule option. Et si cette option est neutralisée, vous faites quoi?
On vous fait un coup à la DSK demain, ou ouais, machin, avec une fille. Bon, d'accord, vous faites quoi? Donc, c'est de ça que je parlais. Moi, je suis pour qu'il y ait plusieurs options, et puis à travers ces options, et qu'on anticipe sur beaucoup de choses. Vous négligez les gens de Yaoundé. Ces gens sont, ils ont une ingénierie sociale, mais super forte. Ces gens sont brillants. Ils ont juste décidé de mettre leur brillance au service du mal. Mais c'est des gens qui sont très, très, très brillants. Il faut voir comment ils s'organisent pour travailler. Il ne faut pas croire que c'est des rigolos qui passent du temps à boire que du champagne. Non, ils ont des cerveaux, des gens que vous ne connaissez même pas, parce qu'ils sont pas au devant de la scène. Et c'est eux les éminences grises, c'est eux qui pensent dans l'ombre et qui viennent juste abonder parfois des charlots, des tintins que vous voyez au devant de la scène qui jacassent. Les vrais penseurs, les vrais cerveaux, c'est des gens même que les Camerounais ne connaissent pas. Donc ne sous-estimez pas l'ingénierie sociale de ces gens-là. Ils ne seraient pas restés au pouvoir pendant 42 ans si c'était euh, des petits lapins de 6 semaines. Non, c'est des gens brillants, faites attention. Donc il faut, pour équilibrer la terreur, il faut au moins un brio du même niveau ou équivalent ou alors supérieur. Mais on ne peut pas se lever là et puis penser que bon voilà, vous allez dégager des gens qui ont organisé la pérennité de leur pouvoir, vous allez les dégager juste par des mouvements de bras. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ils ont travaillé sur plusieurs aspects, sur des aspects spirituels, mystiques. Et tous ces aspects-là, il faut les passer en revue. Hein. Il y a beaucoup de gens que vous pensez qu'ils sont avec vous, vous ne savez même pas qu'ils sont instrumentalisés, hein, qui ont été fabriqués de toutes pièces. Allez-y, là-bas, et tout, allez les embrouiller. Donc quand vous allez vous asseoir, vous finissez de faire une stratégie avec eux le lendemain soir, ou alors dès que vous vous êtes séparés, on est au courant de tout ce que vous êtes en train de préparer. Donc il faut anticiper toutes ces choses-là. Et il faut pour ça de la vraie ingénierie, les gars. Hein, il faut qu'on sorte des simples incantations. Alors, il y a Sylvie Charlotte qui nous rejoint aussi à l'instant. Bonsoir Sylvie Charlotte, et dit trop beau ça, espérons. Il y a Nesta Olivier qui dit les vautours ont vidé le projet de son essence et seuls les 400 scieries ont été retenus. Oui, oui. En tout cas, vous parlez d'autorité, Olivier Nesta, c'est des sujets qui vous passionnent, vous. Hein, je le sais. Non, il n'y a pas de filière bois au Cameroun alors qu'elle devrait exister. Hein? Parce que vous savez que dans les pays comme la Finlande, les premiers pays qui ont légiféré à l'époque sur les questions écologiques, pour couper un arbre, il faut en replanter 3 immédiatement. Il faut créer des pépinières. Oui, parce que la plupart de ces... On ne devrait même pas couper certains arbres. Vous avez un arbre qui a 400 ans d'existence. Vous savez la charge spirituelle qu'il y a derrière tout ça? Hein? Il y a des arbres qui devraient être protégés. Et tout. Si depuis le temps qu'on exploite le bois au Cameroun, que les grumiers passent tous les jours en allant vers Douala, si depuis ce temps-là on avait planté des pépinières de nouveaux arbres, on aurait des phénomènes de reboisement de nos campagnes. Mais dès qu'il y a une main d'opportunité, j'ai vu à Yabizan, j'y étais. Yabizan, c'est la ville où il y a le barrage de Menveleux. Dès qu'on a fini cette route-là et que c'était potable, les mecs, ils ont commencé à couper, mais de manière sauvage. Vous entrez dans les brousses, mais vous avez juste envie de pleurer, quoi. Et donc, quand ils vont finir de faire ça, toute la ressource disparaît. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les générations d'après. Après, on se plaint qu'il y a un réchauffement climatique. Ben oui, il va y avoir de réchauffement climatique. On ne peut pas créer de tels dysfonctionnements, de tels déséquilibres et ne pas s'attendre à avoir des conséquences. Vous comprenez un tout petit peu? Donc, c'est ça. Il faut qu'on gère ce problème-là. Euh, moi j'avais une idée à l'époque d'ailleurs, et d'ailleurs qui est très actuelle. C'était de dire que pour faire naître la conscience écologique dans les nouvelles générations, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est que chaque enfant qui entre à la maternelle doit planter un arbre dès sa première année de maternelle jusqu'en terminale. Donc, s'il a passé 16 ans de parcours ou 17 ou 18 ans de parcours scolaire, en 17 ans, 18 ans, qu'il ait 18 arbres qu'il a plantés. Et c'est des arbres numérotés, c'est-à-dire que on prend un carré, on va dans une forêt, y planter des arbres, et tout, on sait que tel arbre qui est à telle longitude, telle latitude, a été planté tel jour par tel enfant, à tel moment, et tout. Et puis, qu'est-ce que ça va donner? Il va avoir 18 ans, il aura un arbre de 18 ans, il sera en terminale, il aura un arbre qui a 18 ans d'âge. Est-ce que vous pensez qu'il y a meilleure façon de susciter la conscience, la culture écologique chez notre jeunesse que de faire par exemple des choses simples comme celle-là? Ça coûte rien. Moi j'ai été en Mauritanie, je me suis retrouvé à planter des arbres dans le désert,
avec des jeunes pour l'école d'été de la francophonie. Hein. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en place qui ne coûtent pas grand-chose. Et arrêter ces choses. Je suis arrivé une fois, voilà, je trouve qu'on est en train de couper toute la ceinture d'arbres qu'il y avait sur le boulevard vers Aquad, à Bali et tout. J'ai dit, mais ces gens-là, mais c'est quoi ce truc-là? C'est vraiment des sorciers ou quoi? On dit que le monde est en train de se réchauffer. Partout, on est pour le plantage d'arbres. Eux, ils sont pour couper tous les manguiers qu'il y avait, qui ramenaient un peu de fraîcheur comme dans la ville de Douala. Aujourd'hui, c'est intenable. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on doit faire. Alors, Nesta dit que, Olivier dit, en 1994, nous avons introduit un projet de 35 000 milliards pour l'exploitation du bois, qui devait consister en grande partie avec ce que Olam a fait au Gabon. Nous avons remis au président des groupes parlementaires le projet. Ce projet prévoyait avoir, avec les recettes générées, apurer la dette intérieure et extérieure du Cameroun, bâtir des réseaux de chemins de fer, des routes, un port en eau profonde acribie, des hôpitaux et dispensaires, et surtout la formation des compétences humaines camerounaises et un fonds pour les générations futures. Enfin, plus d'exploitation de la forêt en préservant 5 millions d'hectares pour l'écosystème. Vous voyez, c'est un Camerounais. Hein. C'est un Camerounais qui parle. Je vous ai dit que fouillons seulement. C'est-à-dire le jour où on va se mettre d'accord. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, si on sortit de ce truc-ci, demain, j'apprends que les principaux opposants, ils ont dit, bon, maintenant, on va parler d'une voix. Et puis, ils vont être appuyés par nous. Quand je dis appuyés par nous, toute la société civile, on se met derrière eux. Et puis maintenant, on cherche quelqu'un pour éviter les problèmes d'ego. Parce que si vous demandez que ça sorte dans leur personnel politique, là, on va être neutralisé, rien ne va bouger. Pour éviter les problèmes d'ego, on va faire hein, un casting pour sortir un candidat qui va être porté par tous ces gens-là. L'important, c'est qu'on arrive au changement. Après, quand on est passé à un nouveau Cameroun, il y aura de l'alternance naturelle. Donc, les uns et les autres pourront aller au pouvoir autant qu'ils veulent. Donc, si on le fait, je vous jure qu'on peut faire plein. On peut arriver à produire ça. C'est des idées. Hein. Mais c'est des idées qui ne seront jamais mises en place avec les gens que nous avons là aujourd'hui. Parce que ce n'est pas pour ça qu'ils sont au pouvoir. Ils ne sont pas là pour bâtir. Ils sont là pour maintenir le Cameroun en statu quo et puis détruire notre jeunesse. Hein. Vous voyez, on n'a pas d'assurance maladie au Cameroun. Mais si on vous dit le nombre de gens qui sont malades au Cameroun, à qui on donne les maladies, hein, le bahat seulement, là, c'est-à-dire que, allez, pim, viens là, avec tes petites fesses, là, tu joues à la petite starlette, on te voit marcher dans la ville, tu brilles. Pourquoi tu brilles? Qui t'a dit que tu dois briller et tout? Viens, on te file un sidal et tout, et tu vas filer à ton petit copain et tout. Voilà la République que nous avons. Donc on a des gens qui ne sont pas là pour bâtir. Et il ne faut pas se cacher pour le dire. Moi, je dis qu'il faut que chacun prenne quand même une part de courage aujourd'hui, une part de responsabilité, de se dire que peu importe ce que ça va lui coûter, on a une voix qu'on doit faire entendre. Hein? Parce que qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai plein d'amis qui sont là, ils sont tapis dans un certain confort, qui se disent, ah ouais, Morgan, lui, il est allé. Il y en a même certains qui ne me côtoient plus, hein, ils ont peur. Ils ont peur, ils vont être tués. Donc, il y a certains qui ne me côtoient plus, mais ces gens-là, demain, comme on va vers le changement, quand ce changement va arriver, ils viendront, ils seront les premiers à venir dire oui, je connais, on a été à l'école là-bas, mais pourquoi voudrez-vous qu'on fasse avec vous, qui n'avez même pas eu la capacité de soutenir des dynamiques, même dans l'ombre? Qu'on fasse avec vous et pas avec ceux qui sont mobilisés. On ne fera rien avec vous. Hein. Regardez le pouvoir au Sénégal aujourd'hui. Il n'y a pas un hasard. Tous les gens qui sont là, c'est des gens qui sont battus à un moment donné, en donnant de la voix, en se servant des postes qu'ils avaient pour donner de l'information stratégique. Tout le monde n'est pas obligé d'être devant de la scène. Ce n'est pas du tout ce que je dis, parce que ce serait même contre-productif. Mais chacun peut jouer une partition à son niveau, en partageant l'information, en mettant à disposition de la trésorerie pour faire avancer les causes. C'est comme ça que ça se passe ailleurs pour que les choses changent. Mais ce n'est pas de rester dans des conforts à attendre et puis un jour on sera là submergé dans les présents de la République, tout le monde veut chercher à vous rencontrer parce qu'il a tête. Non, je ne connais pas, Frangin. Je suis désolé. Est-ce que quand on faisait nos communications, vous veniez comme Olivier Nesta prendre parti et dire bon voilà ce qu'on peut faire? On ne vous voyait pas. Bon, d'où vous sortez aujourd'hui? Donc vraiment, vous n'êtes pas la priorité. La priorité, c'est d'abord les gens qui sont mobilisés. Il faut créer une société de justice. Hein. Et ce n'est pas dire qu'on va faire preuve de vengeance, non, c'est juste du bon sens. Pourquoi vouliez-vous que Sonko nomme comme ministre de l'Intérieur ou comme ministre de la Défense des gens qui n'ont rien fait pour l'avènement d'un Sénégal plus juste, d'un Sénégal égalitaire? Ça n'aurait pas eu de sens. Vous voyez?
Donc, ce que vous dites, Olivier Nesta, c'est de très très belles idées et qui peuvent être implémentées sans problème. Alors, il y a Sidouane, Samo, Tchossi qui dit: Salut tonton, que pensez-vous des leaders de l'opposition camerounaise? Ils se battent comme ils peuvent. Le malheur que nous avons, mon cher Sidouane, c'est qu'il y a beaucoup qui ont été fabriqués par le pouvoir et qui sont là pour faire diversion, pour jouer le jeu de. Mais je comprends, c'est aussi des otages quelque part, c'est des victimes. Donc je ne suis pas pour qu'on soit dur avec eux. Je suis simplement pour que, bon, comme je l'ai dit, euh, aujourd'hui, on a besoin d'un soulèvement unitaire, qu'on se mette tous pour dire que ce truc-là, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si on ne se lève pas là, on est reparti pour moi 50, 70 ans du même système. Parce que je vous ai dit, avant que ce ne soit dénoncé ici, qu'est-ce qui était prévu? C'était l'aboutissement du coup d'état scientifique. C'est-à-dire, on se levait un matin, donc Paul Biya n'est plus là, c'est Ngongo, le nouveau président. Et Ngongo n'était pas bâtisseur hier, il va l'être aujourd'hui. Qu'est-ce qui le contraint à bâtir? Il ne va jamais bâtir. Donc, on est reparti avec un jeune con, mais un jeune con qui a du temps devant lui, c'est-à-dire qu'on est sur de nombreuses années, quoi, sur le même système. Donc, il faut se mobiliser. On n'a pas d'autre choix. Si on laisse passer cette opportunité-là, ben écoutez, vous savez, moi je parle, hein, je ne vis pas au Cameroun, je n'ai pas de problème d'électricité, je n'ai pas de problème d'eau, je n'ai pas de problème d'accès aux soins et tout, je n'ai pas tous ces problèmes. Mais je ne pense pas à ma gueule, moi. Je me dis, mais qu'est-ce que nos ancêtres sont en train de penser de nous en nous regardant faire aujourd'hui? On est digne d'eux? Non. Des gens qui avaient peut-être qui étaient moins âgés que nous ont payé de leur vie pour la libération de ce pays. Les Ruben Nyobé, ils avaient quel âge quand ils ont été tués? Ils étaient parfois moins âgés que nous. Ils ont payé le prix de leur vie, le sang. Et puis donc ces gens, ils sont là-bas, après avoir fait tous ces combats-là, et ils sont là, ils nous regardent, et puis nous, on va être là, ok, comme moi j'ai l'eau, le courant. La France a bâti son formidable empire nucléaire et tout, parce que leurs ancêtres se sont battus, et tout, pour y arriver, et nous, on vient, on profite, juste des profiteurs, quoi. Non, il faut se mobiliser, moi je pense. Alors, il y a, oui, les clans des Libanais qui pillent le bois, oui, mais on sait qui leur donne les permis, hein, les autorisations, on sait. Rassurez-vous, c'est juste les gens que vous voyez en avant. Mais si vous montrez aux gens que vous n'aimez pas votre pays, mais pourquoi eux, ils vont venir? Quelqu'un vient chez vous, vous montrez qu'il peut poser les pieds sur les fauteuils et tout, mais il va poser les pieds sur les fauteuils. C'est pas de la faute de ces gens. Ils font ce qu'ils ont à faire, c'est à nous de faire ce que nous avons à faire. Comprenez un peu? Voilà. Armel Prospertidi est le fils de Barthélemy en tête, mais bien entendu, on sait qui, je vous ai dit qu'on sait qui fait quoi. J'ai des choses, si je vous les sors, je crois que beaucoup de vous vont mettre la main sur les. On sait qui fait quoi, on a tout répertorié, on sait qui est qui au Cameroun, qui a fait quoi. Et même ceux qui plantent les comptes à l'étranger, on sait où sont les comptes. On sait où sont les comptes. Je vais juste donner une information pour ceux qui vont nous regarder. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître. La banque ABN Amro aux Pays-Bas. Je m'arrête là. Les gens vont quelqu'un va se reconnaître à travers ça. Mais est-ce qu'ils pouvaient savoir que nous, on est au courant de ça? Quand l'argent arrive là-bas, ils savent quelles sont les sociétés de transfert de fonds. Ils savent que ces sociétés sont infiltrées par des agents qui nous disent exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, on sait ce qui se passe. On connaît la situation de tout le monde. On sait quand ça a commencé à cuire ici, en Europe. Ils ont diversifié, ils ont commencé à ouvrir des comptes au Nigeria, à l'île Maurice, Madagascar, Afrique du Sud. On sait. Dubaï. Donc nous avons le pédigré de chaque citoyen camerounais. En tout cas, ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui. On sait qui fait quoi. Donc même quand j'ai vu que cette semaine que les 400 000 hectares ont été retirés, j'ai juste souri, je me suis dit, bon, ok, monsieur le ministre, on se souviendra quand même que vous avez eu ce sursaut patriotique. Hein. Le moment venu, vous avez eu ce sursaut patriotique. Parce que de toutes les façons, si vous ne l'aviez même pas eu, qu'est-ce qui allait se passer? Ce qui va se passer, c'est que tous ces contrats-là que vous signez, que vous donnez à gauche, à droite, on reviendra dessus. Ça doit être des contrats qui profitent aux populations camerounaises d'abord en premier. Je suis d'accord qu'on doit donner des contrats aux sociétés qui ont l'expertise pour pouvoir développer des opportunités. Parce que si vous prenez les terrains, vous les donnez à des gens qui ne peuvent rien en faire, ça ne sert à rien. On a vu le cas au Zimbabwe.
Quand avec sous Mugabe, il y a eu cette dérive patriotique, nationaliste, ils ont commencé à enlever les terres aux Blancs qui étaient là, qui étaient les maîtres de l'agriculture depuis des années pour les donner aux populations noires qui n'avaient pas cette ingénierie. On a vu très rapidement comment le pays a semblé dans la récession parce qu'on a donné des terres à des gens qui n'avaient pas la capacité de pouvoir les exploiter. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Mais on dit que est-ce qu'on a pensé à l'intérêt général dans cette affaire? Dans les 400 000 hectares, c'est quoi le montage? Hein? Est-ce qu'on est sur une société d'économie mixte où les intérêts de ces populations sont représentés par des entités? Où on va leur dire, on vous les oblige à donner 10%, où on applique la loi des 3 tiers. Un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les salariés, un tiers pour les populations riveraines. Ce tiers-là peut être affecté à quoi? À la formation, aux soins et tout. Il y a différents mécanismes à mettre en place, différents montages qu'on peut faire. Mais je ne suis pas sûr qu'on était sur ces ratios. Donc partout où les choses ont été faites normalement, bon, on ne touchera pas à ça. Mais tous les gens là qui vont acheter des terres, vous voyez un type, on te dit qu'Akribil a 40 hectares. En plus des formidables délits d'initiés, hein, parce qu'ils étaient au courant qu'on va faire un port là-bas, donc ils sont empressés d'aller acheter des terres à vil prix, en laissant même parfois des populations avides d'argent là-bas sans rien, même pour enterrer leur propre famille. Non, on sera obligé de revenir sur tout ça. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Ça ne peut pas continuer de cette manière. Il faut un Cameroun juste et égalitaire. Nous produisons suffisamment de richesses dans notre pays pour que tout Camerounais puisse en profiter, qu'il y ait du miel pour tout le monde. Donc pourquoi il n'y a pas de miel pour tout le monde? Parce que certains ont décidé de le confisquer. Et c'est le problème du Cameroun aujourd'hui. C'est celui de la répartition de la richesse. Quand vous voyez ce qui se passe, je voyais encore le Premier ministre du Cameroun, j'étais très amusé le 20 mai dernier. Vous sentez que le mec, il a un mal-être, il n'est pas bien dans sa peau. Là. Ben oui, on passe le temps là, à l'humilier. Hein? Vous êtes Premier ministre de quoi alors? Si toutes les décisions de votre gouvernement sont prises par un monsieur qui s'appelle Ferdinand Ngongor parce qu'il est secrétaire général de la présidente de la République du Cameroun, monsieur le président, assumez l'idée que vous n'avez pas besoin d'un premier ministère et donc ce poste doit être dissous, tout simplement. Au lieu de nous mettre le millefeuille institutionnel où on dépense de l'argent à payer des fonctionnaires, à payer des gens qui ne servent à rien, mais il faut dissoudre cet échelon-là. On n'a plus de millefeuille institutionnel, on acte l'idée que, bon, on a un hyper-président qui gouverne avec ses conseillers et lui-même il gère le gouvernement directement, mais que de mettre un Premier ministre qui est humilié. Et c'est l'image, c'est notre image, hein, nous, qui prend en coup. Regardez John Goutet à la télévision. Il a vieilli d'un coup, quelqu'un qui, voilà, hein. Pourquoi? Parce que c'est humiliation sur humiliation au quotidien. Les gens viennent, ils font des choses dans le gouvernement, ils n'aiment pas informer. Hein, ils n'osent même pas l'ouvrir. Voyez, c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Vous pensez que des gens comme ça sont heureux des choses qui se passent du système? Mais ce n'est pas eux qui vont parler en premier. Ils n'ont pas la capacité de parler. Hein? Moi, si les gens, si j'étais. De toute façon, moi, je serais dans cette situation que je démissionnerais. C'est aussi simple que ça. Mais bon, je comprends que la culture de la démission, ce n'est pas dans nos mœurs, à nous. Parce qu'en démissionnant, peut-être il se met en danger, il va se retrouver avec des faux dossiers qu'on lui colle au cul et peut-être finir par la case prison, la 11e province. Alors, il y a Isabelle Tchunke qui dit ça c'est vrai, pour le faire aussi, faille que les gens aient la crainte de Dieu. Mais oui, mais je vous ai dit que c'est les satanistes qui sont au pouvoir au Cameroun. Hein. Donc ne leur parlez pas de Dieu. Là, ils peuvent vous tuer quand vous leur parlez de Dieu. Quand les gars, ils imaginent ce qu'ils font, ce qu'on leur fait faire nuitamment, et que vous venez leur dire vraiment pour l'amour de Dieu, mais ils vous regardent comme une dangereuse illuminée. Alors, Odette Chopo dit, peuple camerounais, debout, notre destin est dans nos mains, resterons-nous esclaves, jusqu'à quand? Ben oui, l'union fait la force. Vous savez, le pays le plus facile à faire tomber, c'est le Cameroun. Et quand je vous le dis, je sais pourquoi je vous le dis. On n'a pas, déjà, même nos forces de sécurité, je vous dis, c'est les premiers malheureux. C'est les premiers malheureux, ils se font barboter. Posez la question aux membres de vos familles qui travaillent dans ces instances-là. Ils vont vous dire, on détourne l'argent de leur tenue, des bottes. Vous savez, ils sont là, ils ne disent rien. Parce que ce n'est pas leur rôle. On dit bien la grande muette. Ils ne sont pas là pour parler, ce n'est pas eux qui vont faire le rôle de dénonciation. Mais engagez quelque chose. Et vous verrez qu'ils vont vous emboîter le pas. Ils vont mettre même plus d'organes que vous. Parce qu'ils subissent les mêmes injustices et même parfois pire. Parce que leur vie est engagée. On crée des théâtres d'opérations factices
Nozo, machin, et qui est-ce qu'on va tuer là-bas? Vous savez le mal que ça me fait toutes les fois que je vois un gendarme, comme on a un petit jeune qui était l'espoir de sa famille, tomber sur le front là-bas gratuitement pour un truc qu'on peut régler parce que les petits bonhommes tirent des petits intérêts là-bas. Ils ont privatisé cette affaire-là et ils gagnent de l'argent à travers ça. Donc ces gens, ils ont plus la haine que nous, mais il ne c'est pas leur rôle d'être ceux qui donnent le là. Voilà. Il peut y avoir parmi eux des courageux qui disent bon, maintenant on prend notre destin à la Sankara, à l'époque, à la Ibrahim Traoré. Vous savez pas le plaisir, la fierté que m'inspire ce jeune président. Hein? Ils peuvent prendre des destins, leur destin, mais s'il y en a pas qui prennent, moi je pense que notre responsabilité est d'abord celle du peuple du Cameroun. Il faut se mobiliser. Que les gens arrêtent de nous dire que oui, vous n'avez pas venu déstabiliser, vous êtes là-bas et tout. Bon, moi je suis ici. Qu'est-ce qui m'oblige à parler? À rien. Est-ce que vous savez que au départ était la parole? Hein? Est-ce que je ne suis pas en danger en parlant? Si, je me mets en danger. Donc vous ne pouvez pas dire que je manque de courage. D'accord? Voilà. Et parler, j'ai toujours parlé. Je parlais étant au Cameroun, hein, vous savez. Donc, alors, on a qui d'autre? On a Loi Leka qui pleure. Ben oui, il y a de quoi pleurer. Hein. On pense des femmes brillantes comme ça. Assis ici, vous faites quoi là en Europe? On a besoin de vous en Afrique. Mais vous allez aller où? Quand vous arrivez là-bas, vous êtes plutôt identifié et tout de suite des mécanismes de destruction sont mis en place. Parce que vous ne devez pas exister dans ce système-là, ce sataniste qui est en place. Vous ne devez pas exister. Vous amenez des solutions. Qui vous a dit qu'on a besoin de solutions? Voilà ce, qui est, voilà ce que ces gens répondent souvent. Qui vous a dit que le Cameroun a besoin de solutions? Loi Leka dit zéro démission, le PM est un vrai patriote et bosseur. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Vous savez, moi, je connais ce Premier ministre depuis l'époque où il était. Attends, c'est lyrique ou les NAM hein. J'ai pas dit qu'il n'est pas bosseur. Je dis que le système organisé aujourd'hui, pour le. Hein, ouais, regardez son regard et vous verrez que vous ne verrez pas un homme heureux. Vous verrez quelqu'un qui passe sa journée à avaler des couleuvres et tout et tout. Et non, je connais ce pouvoir, il est très violent. Vous savez, ces petits satanistes-là, le pouvoir leur monte souvent à la tête. Hein. Hein, dès qu'ils ont un petit pouvoir, ils deviennent très arrogants et méchants. Donc, c'est de ça que je parle. Alors, il y a Kléber qui dit merci d'avoir adressé mon poste. Je n'ai pas dit que vous êtes contre l'encouragement à l'inscription sur les listes. Vous avez d'ailleurs utilisé l'image de la charrue et des bœufs. Je crois paradoxalement. Ok. Donc voilà, on se comprend alors, on se comprend. Donc désolé, j'avais pas vu tout ça. Donc mon constat, c'est tout simplement que les partis politiques au Cameroun, avec toutes les contraintes que le pouvoir en place leur impose, a besoin de sa diaspora plus que jamais. Développer une stratégie pour protéger au maximum l'intégrité des élections et promouvoir les inscriptions. Vous savez, je vais vous dire, c'est la diaspora qui ne sait même pas le pouvoir qu'elle a. La diaspora, c'est quoi? C'est des milliers de gens qui vivent dans des pays étrangers, qui sont des composants des pays étrangers et des pays qui sont structurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une diaspora camerounaise qui est unie, chacun dans le pays d'origine, elle peut peser sur les lobbies politiques à l'international qui soutiennent ce pouvoir. Et aucun lobby politique international ne va mettre en jeu ses intérêts parce qu'ils veulent soutenir les gens des Yaoundé. Mais il faut une organisation. C'est ce que je vous dis. Nous savons, on sait. Ne vous inquiétez pas. Là où vous allez là, c'est là-bas que nous on dort. Je m'adresse aux gens de Yaoundé. C'est là-bas qu'on dort. On sait exactement où appuyer. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces lobbies-là n'ont pas identifié, en termes d'alternatives, aujourd'hui une offre des gens sérieux et tout. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec ce qu'ils connaissent déjà. Mais vous pensez que si la diaspora est mobilisée, la diaspora à qui on a sous-traité une partie de la sécurité sociale camerounaise, donc elle a quoi? Elle a la capacité de prescrire les tendances. Elle a la capacité de dire aux familles, bon, maintenant, voilà la direction qu'on suit, les familles vont suivre. Elle a la capacité mobilisée d'aller dans les chancelleries, dire à qui il faut dans ces chancelleries, bon, maintenant, nous, on est ce groupe de gens. Si vous ne nous aidez pas à libérer nos pays, nous, on va être un problème pour vous ici chez vous. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Sincèrement, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a une force, juste qu'on ne sait pas qu'on a une force. Mais vous n'avez qu'à regarder comment on fonctionne.
C'est chacun qui parle de son côté, qui fait son petit truc, et ceux qui touchent l'argent. Moi, je ne suis pas contre le fait que des gens soient arrosés par Yaoundé. Hein. Moi, c'est la seule chose qui me gêne, c'est que je me dis, bon, peu importe combien on te donne, au regard de ce qui se passe là aujourd'hui, tu ne peux pas jouer le jeu là à 100%. Prenez l'argent, parce que c'est l'argent du Cameroun, mangez-le. Ne perdez pas de vue, on peut vous donner l'argent que faites comme ça, mais on vient, on s'assoit, on travaille aussi la sorcellerie derrière. Pour dire, bon voilà, ils ont dit que faire ça, bon, on va allumer en contre-feu de cette manière. Bref, il y a beaucoup de choses, c'est pas la plateforme pour en parler ici. Hein, parce que on ne doit pas toujours savoir toutes les capacités que nous avons. Quelqu'un dit, c'est Nestor Olivier qui dit, il faut avoir un engagement patriotique pour refuser les offres des puissants tiers qui veulent préempter les terres camerounaises. Quand je transmets l'alerte, parce que j'ai été approché pour 3 millions de dollars, mais je crains que l'alerte a dû profiter à ceux qui l'ont reçu. Ah ben oui, ouais. En tout cas, le ministre Hébert ici, on, on retiendra que il a retoqué ce truc-là dont personne n'était au courant. Moi, je n'étais même pas au courant qu'il y a 400 000 hectares de terre qui ont été donnés, attribués à quelqu'un pour développer l'industrie, enfin le manioc, la culture du manioc et tout. Je n'étais pas au courant. Donc, et je crois que beaucoup de Camerounais aussi n'étaient pas au courant. Donc, que ça a été retoqué, c'est une bonne chose. Donc, je dis qu'il faut saluer ce qui est bien. Tout comme il faut saluer, je l'ai dit précédemment, de voir que, bon, tout ce que nous disons là, est pris en compte hein, quand on voit le ministre de la Justice se mobiliser aujourd'hui pour commencer à dire oui, telle chose n'est pas normale, les magistrats, il n'y a plus de hautes instructions, celui qui va tenter de faire sa maman, de nous parler de hautes instructions, il va voir. Et tout, et tout. Mais on aime ça, moi j'applaudis les deux mains, il faut encourager. Hein, trouver même un moyen de pouvoir communiquer, dialoguer avec ces gens. Parce que je vous dis, ils sont tous dans le système, mais ils ne sont pas tous fiers de ce que le Cameroun est devenu. Il faut que vous le sachiez, c'est très important. Voilà, Madame Leka dit oui, le Premier ministre ne sert à rien. Mais oui, c'est pas qu'il ne veut pas travailler, il veut, mais comme je l'ai dit, je vous ai expliqué, hein, c'est la secte elle a une très bonne organisation, les choses sont claires. Je vous ai dit, le pouvoir est au palais. Ne voyez pas des ministres, vous commencez à les incriminer, c'est des pauvres gens, tout se décide au palais au Cameroun. Peu importe ce que vous pouvez amener au Cameroun, sachez que l'arbitrage final se fera au palais. Nous avons entendu un jour, et ça va être peut-être le dernier sujet que je vais évoquer, puisque je crois qu'on a parlé déjà un peu longtemps. Vous avez entendu un jour, oui, on a offert des ordinateurs, après l'histoire de l'ordinateur a tourné en autre boudin, et puis qui était montré du doigt, on a montré du doigt le ministre de l'enseignement supérieur, M. Famendongo, qui n'est pas une flèche, hein, à mon avis. Hein. Mais ce type était accusé pour rien sur ce dossier. Nous savons qu'aussitôt il a été question de ce truc-là, on sait qui a pris le marché derrière. Quand on appelle ces gens-là, on leur donne les instructions que bon, l'affaire là, c'est pour moi et tout. Mais ils prennent, mais c'est eux qui se font insulter en fait. Parce que les gens qui leur donnent des instructions et tout, ils sont dans l'ombre et ils ne peuvent pas dire au Camerounais que bon, voilà, en réalité, l'histoire des ordinateurs, des 5 gigas, quand vous les entendez fabriquer des formules un peu bébêtes là, c'est un peu en désespoir de cause. Tout se décide au palais au Cameroun. Tout se décide au palais. Vous ne pouvez rien faire. Je vous le dis. Même les ministres qui donnent l'idée d'une certaine autonomie, non, ils ne sont pas autonomes. Tout se décide au palais. Et je pense qu'une république normale ne doit pas fonctionner comme ça. On a un Premier ministre, il doit être dans l'action, assurer l'action, la coordination de l'action gouvernementale. Mais à quoi il sert s'il ne peut pas le faire? Mais tous les jours, on voit. Nous, on vit des choses ici, on reçoit, ce n'est pas toutes les informations qu'on donne, mais on voit ce qui se passe. Donc, c'est pas, c'est pas très gai, c'est pas très gai tout ça, mais bon, que voulez-vous? Oui, Armel dit PM au chômage technique. Effectivement, quand vous voyez son regard, vous sentez le regard de quelqu'un qui fulmine, qui dit mais je suis même venu faire quoi? Je fais même quoi ici? Mais il ne peut pas démissionner. Vous savez que là-bas, dans leur sorcellerie, on ne démissionne pas. Si vous démissionnez, on s'occupe de vous. Hein, on va vous chercher des dossiers et du jour au lendemain, vous allez devenir un grand détourneur et vous retrouvez en prison. Donc on ne démissionne pas. On reste là et on avale des couleuvres et on pleure si on peut pleurer. Et voilà. C'est les femmes à la maison qui trinquent. Hein, parce que tous ces gens-là, il faut les voir le soir à la maison. Quand ils rentrent, ils pleurent à chaudes larmes. Et c'est madame qui console que vraiment, hein, hein, c'est pas grave et tout. Non, c'est pas évident.
Ok, les amis. Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé. Il y a des gens qui devaient intervenir, mais je pense qu'ils ont peut-être changé d'avis. J'espère que c'était intéressant, tout ce qu'on s'est dit. De toute façon, on va essayer de multiplier d'autres communications. Dès qu'on a un peu de temps, on programme quelque chose, on en parle. Mais ce serait bien qu'on entende. J'aime bien lire ce qui est écrit et tout. Mais ce serait bien qu'on entende aussi d'autres voix en live, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de part et d'autre, de tous les gens qui me suivent. D'accord? Bon, merci les amis, et on va sortir avec notre mantra. Il va faire beau, il fera beau au Cameroun bientôt. Hoha. Il fera beau au Cameroun bientôt. Hoha. À très vite.